La curée, partie 2. Chapitre 2. Aristide Rougon s'abattit sur Paris au lendemain du 2 décembre, avec ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. Il arrivait de Plassans, une sous-préfecture du Midi, où son père venait enfin de pêcher dans l'eau trouble des événements une recette particulière longtemps convoitée. Lui, jeune encore, après s'être compromis comme un sot, sans gloire ni profit, avait dû s'estimer heureux de se tirer sain et sauf de la bagarre. Il accourait, enrageant d'avoir fait fausse route, maudissant la province, parlant de Paris avec des appétits de loup, jurant qu'il ne serait plus si bête. Et le sourire aigu dont il accompagnait ces mots prenait une terrible signification sur ses lèvres minces. Il arriva dans les premiers jours de 1852. Il amenait avec lui sa femme Angèle, une personne blonde et fade qu'il installa dans un étroit logement de la rue Saint-Jacques, comme un meuble gênant dont il avait hâte de se débarrasser. La jeune femme n'avait pas voulu se séparer de sa fille, la petite Clotilde, une enfant de 4 ans que le père aurait volontiers laissée à la charge de sa famille. Mais il ne s'était résigné au désir d'Angèle qu'à la condition d'oublier au collège de Plassans leur fils Maxime, un galopin de 11 ans sur lequel sa grand-mère avait promis de veiller. Aristide voulait avoir les mains libres. Une femme et une enfant lui semblaient déjà un poids écrasant pour un homme décidé à franchir tous les fossés, quitte à se casser les reins ou à rouler dans la boue. Le soir même de son arrivée, pendant qu'Angèle défaisait les malles, il éprouva l'âpre besoin de courir Paris, de battre de ses gros souliers de provincial ce pavé brûlant d'où il comptait faire jaillir des millions. Ce fut une vraie prise de possession. Il marcha pour marcher, allant le long des trottoirs, comme en pays conquis. Il avait la vision très nette de la bataille qu'il venait livrer, et il ne lui répugnait pas de se comparer à un habile crocheteur de serrures qui, par ruse ou par violence, va prendre sa part de la richesse commune qu'on lui a méchamment refusée jusque-là. S'il avait éprouvé le besoin d'une excuse, il aurait invoqué ses désirs étouffés pendant 10 ans, sa misérable vie de province, ses fautes surtout, dont il rendait la société entière responsable. Mais à cette heure, dans cette émotion du joueur qui met enfin ses mains ardentes sur le tapis vert, il était tout à la joie, une joie à lui, où il y avait des satisfactions d'envieux et des espérances de fripons impunis. L'air de Paris le grisait. Il croyait entendre, dans le roulement des voitures, les voix de Macbeth qui lui criaient « Tu seras riche !» Pendant près de 2 heures, il alla ainsi de rue en rue, goûtant les voluptés d'un homme qui se promène dans son vice. Il n'était pas revenu à Paris depuis l'heureuse année qu'il y avait passée comme étudiant. La nuit tombait, son rêve grandissait dans les clartés vives que les cafés et les magasins jetaient sur les trottoirs. Il se perdit. Quand il leva les yeux, il se trouvait vers le milieu du faubourg Saint-Honoré. Un de ses frères, Eugène Rougon, habitait une rue voisine, la rue de Penthièvre. Aristide, en venant à Paris, avait surtout compté sur Eugène qui, après avoir été un des agents les plus actifs du coup d'État, était à cette heure une puissance occulte, un petit avocat dans lequel naissait un grand homme politique. Mais, par une superstition de joueur, il ne voulut pas aller frapper ce soir-là à la porte de son frère. Il regagna lentement la rue Saint-Jacques, songeant à Eugène avec une envie sourde, regardant ses pauvres vêtements encore couverts de la poussière du voyage et cherchant à se consoler en reprenant son rêve de richesse. Ce rêve lui-même était devenu amer. Parti par un besoin d'expansion, mis en joie par l'activité boutiquière de Paris, il rentra, irrité du bonheur qui lui semblait courir les rues. Rendu plus féroce, s'imaginant des luttes acharnées, dans lesquelles il aurait plaisir à battre et à duper cette foule qu'il avait coudoyée sur les trottoirs. Jamais il n'avait ressenti des appétits aussi larges, des ardeurs aussi immédiates de jouissance. Le lendemain, au jour, il était chez son frère. Eugène habitait 2 grandes pièces froides, à peine meublées, qui glacèrent Aristide.
Il s'attendait à trouver son frère vautré en plein luxe. Ce dernier travaillait devant une petite table noire. Il se contenta de lui dire, de sa voix lente, avec un sourire, « Ah, c'est toi, je t'attendais. » Aristide fut très aigre. Il accusa Eugène de l'avoir laissé végéter, de ne pas même lui avoir fait l'aumône d'un bon conseil pendant qu'il pataugeait en province. Il ne devait jamais se pardonner d'être resté républicain jusqu'au 2 décembre. C'était sa plaie vive, son éternelle confusion. Eugène avait tranquillement repris sa plume. Quand il eut fini, « Bah, dit-il, toutes les fautes se réparent. Tu es plein d'avenir. » Il prononça ces mots d'une voix si nette, avec un regard si pénétrant, qu'Aristide baissa la tête, sentant que son frère descendait au plus profond de son être. Celui-ci continua avec une brutalité amicale. « Tu viens pour que je te place, n'est-ce pas ? J'ai déjà songé à toi, mais je n'ai encore rien trouvé. Tu comprends, je ne puis te mettre n'importe où. Il te faut un emploi où tu fasses ton affaire sans danger pour toi ni pour moi. Ne te récrie pas, nous sommes seuls, nous pouvons nous dire certaines choses. » Aristide prit le parti de rire. « Oh, je sais que tu es intelligent, » poursuivit Eugène, « et que tu ne commettrais plus une sottise improductive. Dès qu'une bonne occasion se présentera, je te caserai. Si d'ici là tu avais besoin d'une pièce de 20 francs, viens me la demander. » Ils causèrent un instant de l'insurrection du Midi, dans laquelle leur père avait gagné sa recette particulière. Eugène s'habillait tout en causant. Dans la rue, au moment de le quitter, il retint son frère un instant encore. Il lui dit à voix plus basse, « Tu m'obligeras en ne battant pas le pavé et en attendant tranquillement chez toi l'emploi que je te promets. Il me serait désagréable de voir mon frère faire antichambre. » Aristide avait du respect pour Eugène, qui lui semblait un gaillard hors ligne. Il ne lui pardonna pas ses défiances, ni sa franchise un peu rude. Mais il alla docilement s'enfermer rue Saint-Jacques. Il était venu avec 500 francs que lui avait prêté le père de sa femme. Les frais du voyage payés, il fit durer 1 mois les 300 francs qui lui restaient. Angèle était une grosse mangeuse. Elle crut, en outre, devoir rafraîchir sa toilette de gala par une garniture de ruban mauve. Ce mois d'attente parut interminable à Aristide. L'impatience le brûlait. Lorsqu'il se mettait à la fenêtre et qu'il sentait sous lui le labeur géant de Paris, il lui prenait des envies folles de se jeter d'un bond dans la fournaise pour y pétrir l'or de ses mains fiévreuses, comme une cire molle. Il aspirait ces souffles encore vagues qui montaient de la grande cité, ces souffles de l'empire naissant où traînaient déjà des odeurs d'alcôve et de tripots financiers, des chaleurs de jouissance. Les fumets légers qui lui arrivaient lui disaient qu'il était sur la bonne piste, que le gibier courait devant lui, que la grande chasse impériale, la chasse aux aventures, aux femmes, aux millions, commençait enfin. Ses narines battaient, son instinct de bête affamée saisissait merveilleusement au passage les moindres indices de la curée chaude dont la ville allait être le théâtre. 2 fois, il alla chez son frère pour activer ses démarches. Eugène l'accueillit avec brusquerie, lui répétant qu'il ne l'oubliait pas, mais qu'il fallait attendre. Il reçut enfin une lettre qui le priait de passer rue de Penthièvre. Il y alla, le cœur battant à grands coups, comme à un rendez-vous d'amour. Il trouva Eugène devant son éternelle petite table noire, dans la grande pièce glacée qui lui servait de bureau. Dès qu'il l'aperçut, l'avocat lui tendit un papier en disant « Tiens, j'ai reçu ton affaire hier. Tu es nommé commissaire adjoint à l'hôtel de ville. Tu auras 2400 francs d'appointement. » Aristide était resté debout. Il blêmit et ne prit pas le papier, croyant que son frère se moquait de lui. Il avait espéré au moins une place de 6000 francs. Eugène, devinant ce qui se passait en lui, tourna sa chaise et, se croisant les bras, « Serais-tu un sot ?» demanda-t-il avec quelque colère. « Tu fais des rêves de fille, n'est-ce pas ? Tu voudrais habiter un bel appartement, avoir des domestiques, bien manger, dormir dans la soie, te satisfaire tout de suite au bras de la première venue dans un boudoir meublé en 2 heures ? Toi et tes pareils, si nous vous laissions faire, vous videriez les coffres avant même qu'ils fussent pleins. Eh bon Dieu, aie quelque patience. Vois comme je vis.
et prends au moins la peine de te baisser pour ramasser une fortune. » Il parlait avec un mépris profond des impatiences d'écolier de son frère. On sentait, dans sa parole rude, des ambitions plus hautes, des désirs de puissance pure. Ce naïf appétit de l'argent devait lui paraître bourgeois et puéril. Il continua d'une voix plus douce, avec un fin sourire. « Certes, tes dispositions sont excellentes, et je n'ai garde de les contrarier. Les hommes comme toi sont précieux. Nous comptons bien choisir nos bons amis parmi les plus affamés. Va, sois tranquille, nous tiendrons table ouverte, et les plus grosses faims seront satisfaites. C'est encore la méthode la plus commode pour régner. Mais, par grâce, attends que la nappe soit mise, et, si tu m'en crois, donne-toi la peine d'aller chercher toi-même ton couvert à l'office. » Aristide restait sombre. Les comparaisons aimables de son frère ne le déridaient pas. Alors, celui-ci céda de nouveau à la colère. « Tiens, s'écria-t-il, je reviens à ma première opinion. Tu es un sot. Eh, qu'espérais-tu donc? Que croyais-tu donc que j'allais faire de ton illustre personne? Tu n'as même pas eu le courage de finir ton droit. Tu t'es enterré pendant 10 ans dans une misérable place de commis de sous-préfecture. Tu m'arrives avec une détestable réputation de républicain que le coup d'État a pu seul convertir. Crois-tu qu'il y a en toi l'étoffe d'un ministre, avec de pareilles notes? Oh, je sais, tu as pour toi ton envie farouche d'arriver par tous les moyens possibles. C'est une grande vertu, j'en conviens, et c'est à elle que j'ai eu égard en te faisant entrer à la ville. » Et se levant, mettant la nomination dans les mains d'Aristide, « Prends, continua-t-il, tu me remercieras un jour. C'est moi qui ai choisi la place. Je sais ce que tu peux en tirer. Tu n'auras qu'à regarder et à écouter. Si tu es intelligent, tu comprendras et tu agiras. Maintenant, retiens bien ce qu'il me reste à te dire. Nous entrons dans un temps où toutes les fortunes sont possibles. Gagne beaucoup d'argent, je te le permets. Seulement, pas de bêtises, pas de scandale trop bruyant, ou je te supprime. » Cette menace produisit l'effet que ses promesses n'avaient pu amener. Toute la fièvre d'Aristide se ralluma à la pensée de cette fortune dont son frère lui parlait. Il lui sembla qu'on le lâchait enfin dans la mêlée, en l'autorisant à égorger les gens, mais légalement, sans trop les faire crier. Eugène lui donna 200 francs pour attendre la fin du mois. Puis il resta songeur. « Je compte changer de nom, dit-il enfin. Tu devrais en faire autant. Nous nous gênerions moins. »« Comme tu voudras, répondit tranquillement Aristide. Tu n'auras à t'occuper de rien, je me charge des formalités. Veux-tu t'appeler Sicardo, du nom de ta femme ?» Aristide leva les yeux au plafond, répétant, écoutant la musique des syllabes. Sicardo, Aristide Sicardo. Ma foi, non. C'est ganache, et ça sent la faillite. Cherche autre chose, alors, dit Eugène. J'aimerais mieux Sicard, tout court, reprit l'autre après un silence. Aristide Sicard. Pas trop mal, n'est-ce pas? Peut-être un peu gai. Il rêva un instant encore, et, d'un air triomphant, « J'y suis, j'ai trouvé, cria-t-il. Saccard, Aristide Saccard, avec 2 C, hein? Il y a de l'argent dans ce nom-là. On dirait que l'on compte des pièces de 100 sous. » Eugène avait la plaisanterie féroce. Il congédia son frère en lui disant avec un sourire. « Oui, un nom à aller au bagne ou à gagner des millions. » Quelques jours plus tard, Aristide Saccard était à l'hôtel de ville. Il apprit que son frère avait dû user d'un grand crédit pour l'y faire admettre sans les examens d'usage. Alors commença, pour le ménage, la vie monotone des petits employés. Aristide et sa femme reprirent leurs habitudes de plaçants. Seulement, ils tombaient d'un rêve de fortune subite, et leur vie mesquine leur pesait davantage depuis qu'ils la regardaient comme un temps d'épreuve dont ils ne pouvaient fixer la durée. Être pauvre à Paris, c'est être pauvre 2 fois. Angèle acceptait la misère avec cette mollesse de femme chlorotique.
elle passait les journées dans sa cuisine ou bien couchée à terre, jouant avec sa fille, ne se lamentant qu'à la dernière pièce de 20 sous. Mais Aristide frémissait de rage dans cette pauvreté, dans cette existence étroite, où il tournait comme une bête enfermée. Ce fut pour lui un temps de souffrance indicible. Son orgueil saignait, ses ardeurs inassouvies le fouettaient furieusement. Son frère réussit à se faire envoyer au corps législatif par l'arrondissement de Plassans, et il souffrit davantage. Il sentait trop la supériorité d'Eugène pour être sottement jaloux. Il l'accusait de ne pas faire pour lui ce qu'il aurait pu faire. À plusieurs reprises, le besoin le força d'aller frapper à sa porte pour lui emprunter quelque argent. Eugène prêta l'argent, mais en lui reprochant avec rudesse de manquer de courage et de volonté. Dès lors, Aristide se roidit encore. Il jura qu'il ne demanderait plus un sou à personne, et il tint parole. Les 8 derniers jours du mois, Angèle mangeait du pain sec en soupirant. Cet apprentissage acheva la terrible éducation de Saccard. Ses lèvres devinrent plus minces. Il n'eut plus la sottise de rêver ses millions tout haut. Sa maigre personne se fit muette, n'exprima plus qu'une volonté, qu'une idée fixe caressée à toute heure. Quand il courait de la rue Saint-Jacques à l'hôtel de ville, ses talons éculés sonnaient aigrement sur les trottoirs, et il se boutonnait dans sa redingote râpée comme dans un asile de haine, tandis que son museau de fouine flairait l'air des rues. Anguleuse figure de la misère jalouse que l'on voit rôder sur le pavé de Paris, promenant son plan de fortune et le rêve de son assouvissement. Vers le commencement de 1853, Aristide Saccard fut nommé commissaire Voyer. Il gagnait 4 500 francs. Cette augmentation arrivait à temps. Angèle dépérissait. La petite Clotilde était toute pâle. Il garda son étroit logement de 2 pièces, la salle à manger meublée de noyer et la chambre à coucher d'acajou, continuant à mener une existence rigide, évitant la dette, ne voulant mettre les mains dans l'argent des autres que lorsqu'il pourrait les y enfoncer jusqu'au coude. Il mentit ainsi à ses instincts, dédaigneux des quelques sous qui lui arrivaient en plus, restant à l'affût. Angèle se trouva parfaitement heureuse. Elle s'acheta quelques nippes, mit la broche tous les jours. Elle ne comprenait plus rien aux colères muettes de son mari, à ces mines sombres d'homme qui poursuit la solution de quelque redoutable problème. Aristide suivait les conseils d'Eugène. Il écoutait et il regardait. Quand il alla remercier son frère de son avancement, celui-ci comprit la révolution qui s'était opérée en lui. Il le complimenta sur ce qu'il appela sa bonne tenue. L'employé, que l'envie roidissait à l'intérieur, s'était fait souple et insinuant. En quelques mois, il devint un comédien prodigieux. Toute sa verve méridionale s'était éveillée, et il poussait l'art si loin que ses camarades de l'hôtel de ville le regardaient comme un bon garçon que sa proche parenté avec un député désignait à l'avance pour quelque gros emploi. Cette parenté lui attirait également la bienveillance de ses chefs. Il vivait ainsi dans une sorte d'autorité supérieure à son emploi qui lui permettait d'ouvrir certaines portes et de mettre le nez dans certains cartons, sans que ses indiscrétions parussent coupables. On le vit, pendant 2 ans, rôder dans tous les couloirs, s'oublier dans toutes les salles, se lever 20 fois par jour pour aller causer avec un camarade, porter un ordre, faire un voyage à travers les bureaux, éternelle promenade qui faisait dire à ses collègues « Ce diable de Provençal, il ne peut se tenir en place. Il a du vif argent dans les jambes. » Ses intimes le prenaient pour un paresseux et le digne homme riait quand il l'accusait de ne chercher qu'à voler quelques minutes à l'administration. Jamais il ne commit la faute d'écouter aux serrures. Mais il avait une façon carrée d'ouvrir les portes, de traverser les pièces, un papier à la main, l'air absorbé, d'un pas si lent et si régulier qu'il ne perdait pas un mot des conversations. Ce fut une tactique de génie. On finit par ne plus s'interrompre au passage de cet employé actif qui glissait dans l'ombre des bureaux et qui paraissait si préoccupé de sa besogne. Il eut encore une autre méthode. Il était d'une obligeance extrême. Il offrait à ses camarades de les aider,
dès qu'ils se mettaient en retard dans leur travail, et il étudiait alors les registres, les documents qui lui passaient sous les yeux, avec une tendresse recueillie. Mais un de ses péchés mignons fut de lier amitié avec les garçons de bureau. Il allait jusqu'à leur donner des poignées de main. Pendant des heures, il les faisait causer, entre deux portes, avec de petits rires étouffés, leur contant des histoires, provoquant leurs confidences. Ces braves gens l'adoraient, disaient de lui « En voilà un qui n'est pas fier ». Dès qu'il y avait un scandale, il en était informé le premier. C'est ainsi qu'au bout de 2 ans, l'hôtel de ville n'eut plus de mystère pour lui. Il en connaissait le personnel jusqu'au dernier des lampistes et les paperasses jusqu'aux notes des blanchisseuses. À cette heure, Paris offrait, pour un homme comme Aristide Saccard, le plus intéressant des spectacles. L'Empire venait d'être proclamé, après ce fameux voyage pendant lequel le prince président avait réussi à chauffer l'enthousiasme de quelques départements bonapartistes. Le silence s'était fait à la tribune et dans les journaux. La société, sauvée encore une fois, se félicitait, se reposait, faisait la grasse matinée, maintenant qu'un gouvernement fort la protégeait et lui ôtait jusqu'au souci de penser et de régler ses affaires. La grande préoccupation de la société était de savoir à quels amusements elle allait tuer le temps. Selon l'heureuse expression d'Eugène Rougon, Paris se mettait à table et rêvait gaudrioles au dessert. La politique épouvantait comme une drogue dangereuse. Les esprits lassés se tournaient vers les affaires et les plaisirs. Ceux qui possédaient déterraient leur argent, et ceux qui ne possédaient pas cherchaient dans les coins les trésors oubliés. Il y avait, au fond de la cohue, un frémissement sourd, un bruit naissant de pièces de 100 sous, des rires clairs de femmes, des tintements encore affaiblis de vaisselle et de baisers. Dans le grand silence de l'ordre, dans la paix aplatie du nouveau règne montaient toutes sortes de rumeurs aimables, de promesses dorées et voluptueuses. Il semblait qu'on passât devant une de ces petites maisons, dont les rideaux soigneusement tirés ne laissent voir que des ombres de femmes, et où l'on entend l'or sonner sur le marbre des cheminées. L'Empire allait faire de Paris le mauvais lieu de l'Europe. Il fallait à cette poignée d'aventuriers qui venaient de voler un trône, un règne d'aventures, d'affaires véreuses, de consciences vendues, de femmes achetées, de saouleries furieuses et universelles. Et, dans la ville où le sang de décembre était à peine lavé, grandissait, timide encore, cette folie de jouissance qui devait jeter la patrie au cabanon des nations pourries et déshonorées. Aristide Saccard, depuis les premiers jours, sentait venir ce flot montant de la spéculation, dont l'écume allait couvrir Paris entier. Il en suivit les progrès avec une attention profonde. Il se trouvait au beau milieu de la pluie chaude d'écus tombant drue sur les toits de la cité. Dans ses courses continuelles à travers l'hôtel de ville, il avait surpris le vaste projet de la transformation de Paris, le plan de ses démolitions, de ses voies nouvelles et de ses quartiers improvisés, de cet agio formidable sur la vente des terrains et des immeubles, qui allumait, aux 4 coins de la ville, la bataille des intérêts et le flamboiement du luxe à outrance. Dès lors, son activité eut un but. Ce fut à cette époque qu'il devint bon enfant. Il engraissa même un peu. Il cessa de courir les rues comme un chat maigre en quête d'une proie. Dans son bureau, il était plus causeur, plus obligeant que jamais. Son frère, auquel il allait rendre des visites en quelque sorte officielles, le félicitait de mettre si heureusement ses conseils en pratique. Vers le commencement de 1854, Saccard lui confia qu'il avait en vue plusieurs affaires, mais qu'il lui faudrait d'assez fortes avances. « On cherche, » dit Eugène. « Tu as raison, je chercherai, » répondit-il sans la moindre mauvaise humeur, sans paraître s'apercevoir que son frère refusait de lui fournir les premiers fonds. C'étaient ces premiers fonds dont la pensée le brûlait maintenant. Son plan était fait, il le mûrissait chaque jour, mais les premiers milliers de francs restaient introuvables. Ses volontés se tendirent davantage. Il ne regarda plus les gens que d'une façon nerveuse et profonde, comme s'il eût cherché un prêteur dans le premier passant venu. Au logis,
Angèle continuait à mener sa vie effacée et heureuse. Lui guettait une occasion, et ses rires de bon garçon devenaient plus aigus à mesure que cette occasion tardait à se présenter. Aristide avait une sœur à Paris. Sidonie Rougon s'était mariée à un clerc d'avoué de Plassans qui était venu tenter avec elle, rue Saint-Honoré, le commerce des fruits du Midi. Quand son frère la retrouva, le mari avait disparu et le magasin était mangé depuis longtemps. Elle habitait, rue du Faubourg Poissonnière, un petit entresol composé de 3 pièces. Elle louait aussi la boutique du bas, située sous son appartement, une boutique étroite et mystérieuse dans laquelle elle prétendait tenir un commerce de dentelle. Il y avait effectivement, dans la vitrine, des bouts de guipure et de la valencienne pendus sur des tringles dorées. Mais, à l'intérieur, on eût dit une antichambre aux boiseries luisantes, sans la moindre apparence de marchandise. La porte et la vitrine étaient garnies de légers rideaux qui, en mettant le magasin à l'abri des regards de la rue, achevaient de lui donner l'air discret et voilé d'une pièce d'attente, s'ouvrant sur quelque temple inconnu. Il était rare qu'on vît entrer une cliente chez madame Sidonie. Le plus souvent même, le bouton de la porte était enlevé. Dans le quartier, elle répétait qu'elle allait elle-même offrir ses dentelles aux femmes riches. L'aménagement de l'appartement lui avait seul fait, disait-elle, louer la boutique et l'entresol qui communiquaient par un escalier caché dans le mur. En effet, la marchande de dentelles était toujours dehors. On la voyait 10 fois en un jour sortir et rentrer d'un air pressé. D'ailleurs, elle ne s'en tenait pas au commerce des dentelles. Elle utilisait son entresol, elle l'emplissait de quelques soldes ramassés on ne savait où. Elle y avait vendu des objets en caoutchouc, manteaux, souliers, bretelles, etc. Puis on y vit successivement une huile nouvelle pour faire pousser les cheveux, des appareils orthopédiques, une cafetière automatique, invention brevetée dont l'exploitation lui donna bien du mal. Lorsque son frère vint la voir, elle plaçait des pianos, son entresol était encombré de ses instruments. Il y avait des pianos jusque dans sa chambre à coucher, une chambre très coquettement ornée et qui jurait avec le pêle-mêle boutiquier des 2 autres pièces. Elle tenait ces 2 commerces avec une méthode parfaite. Les clients qui venaient pour les marchandises de l'entresol entraient et sortaient par une porte cochère que la maison avait sur la rue Papillon. Il fallait être dans le mystère du petit escalier pour connaître le trafic en partie double de la marchande de dentelle. À l'entresol, elle se nommait Madame Touche, du nom de son mari, tandis qu'elle n'avait mis que son prénom sur la porte du magasin, ce qui la faisait appeler généralement Madame Sidonie. Madame Sidonie avait 35 ans, mais elle s'habillait avec une telle insouciance, elle était si peu femme dans ses allures, qu'on l'eût jugée beaucoup plus vieille. À la vérité, elle n'avait pas d'âge. Elle portait une éternelle robe noire, limée aux plis, fripée et blanchie par l'usage, rappelant ses robes d'avocat usées sur la barre. Coiffée d'un chapeau noir qui lui descendait jusqu'au front et lui cachait les cheveux, chaussée de gros souliers, elle trottait par les rues, tenant au bras un petit panier dont les anses étaient raccommodées avec des ficelles. Ce panier, qui ne la quittait jamais, était tout un monde. Quand elle l'entrouvrait, il en sortait des échantillons de toutes sortes, des agendas, des portefeuilles et surtout des poignées de papier timbré, dont elle déchiffrait l'écriture illisible avec une dextérité particulière. Il y avait en elle du courtier et de l'huissier. Elle vivait dans les protêts, dans les assignations, dans les commandements. Quand elle avait placé pour 10 francs de pommade ou de dentelle, elle s'insinuait dans les bonnes grâces de sa cliente, devenait son homme d'affaires, courait pour elle les avoués, les avocats et les juges. Elle colportait ainsi des dossiers au fond de son panier pendant des semaines, se donnant un mal du diable, allant d'un bout de Paris à l'autre, d'un petit trot égal, sans jamais prendre une voiture. Il eût été difficile de dire quel profit elle tirait d'un pareil métier. Elle le faisait d'abord par un goût instinctif des affaires véreuses, un amour de la chicane. Puis elle y réalisait une foule de petits bénéfices. Dîner pris à droite et à gauche, pièces de 20 sous ramassées çà et là. Mais le gain le plus clair était encore les confidences qu'elle recevait partout et qui la mettaient sur la piste des bons coups et des bonnes aubaines.
Vivant chez les autres, dans les affaires des autres, elle était un véritable répertoire vivant d'offres et de demandes. Elle savait où il y avait une fille à marier tout de suite, une famille qui avait besoin de 3000 francs, un vieux monsieur qui prêterait bien les 3000 francs, mais sur des garanties solides et à gros intérêts. Elle savait des choses plus délicates encore, les tristesses d'une dame blonde que son mari ne comprenait pas et qui aspirait à être comprise. Le secret désir d'une bonne mère rêvant de placer sa demoiselle avantageusement. Les goûts d'un baron portés sur les petits soupers et les filles très jeunes. Et elle colportait, avec un sourire pâle, ses demandes et ses offres. Elle faisait 2 lieues pour aboucher les gens. Elle envoyait le baron chez la bonne mère, décidait le vieux monsieur à prêter les 3000 francs à la famille gênée, trouvait des consolations pour la dame blonde et un époux peu scrupuleux pour la fille à marier. Elle avait aussi de grandes affaires, des affaires qu'elle pouvait avouer tout haut et dont elle rebattait les oreilles des gens qui l'approchaient. Un long procès qu'une famille noble ruinée l'avait chargée de suivre, et une dette contractée par l'Angleterre vis-à-vis de la France du temps des Stuarts, et dont le chiffre, avec les intérêts composés, montait à près de 3 milliards. Cette dette de 3 milliards était son dada. Elle expliquait le cas avec un grand luxe de détails, faisait tout un cours d'histoire, et des rougeurs d'enthousiasme montaient à ses joues, molles et jaunes d'ordinaire comme de la cire. Parfois, entre une course chez un huissier et une visite à une amie, elle plaçait une cafetière, un manteau de caoutchouc, elle vendait un coupon de dentelle, elle mettait un piano en location. C'était le moindre de ses soucis. Puis, elle accourait vite à son magasin où une cliente lui avait donné rendez-vous pour voir une pièce de Chantilly. La cliente arrivait, se glissait comme une ombre dans la boutique, discrète et voilée. Et il n'était pas rare qu'un monsieur entrant par la porte cochère de la rue Papillon vint en même temps voir les pianos de Madame Touche à l'entresol. Si Madame Sidonie ne faisait pas fortune, c'était qu'elle travaillait souvent par amour de l'art. Aimant la procédure, oubliant ses affaires pour celles des autres, elle se laissait dévorer par les huissiers, ce qui, d'ailleurs, lui procurait des jouissances que connaissent seuls les gens processifs. La femme se mourait en elle. Elle n'était plus qu'un agent d'affaires, un placeur battant à toute heure le pavé de Paris, ayant dans son panier légendaire les marchandises les plus équivoques, vendant de tout, rêvant de milliards et allant plaider à la justice de paix, pour une cliente favorite, une contestation de 10 francs. Petite, maigre, blafarde, vêtue de cette mince robe noire qu'on eût dit taillée dans la toge d'un plaideur, elle s'était ratatinée et, à la voir filer le long des maisons, on l'eût prise pour un saute-ruisseau déguisé en fille. Son teint avait la pâleur dolente du papier timbré. Ses lèvres souriaient d'un sourire éteint, tandis que ses yeux semblaient nager dans le tohu-bohu des négoces, des préoccupations de tout genre dont elle se bourrait la cervelle. D'allure timide et discrète, d'ailleurs, avec une vague senteur de confessionnal et de cabinet de sage-femme, elle se faisait douce et maternelle comme une religieuse qui, ayant renoncé aux affections de ce monde, a pitié des souffrances du cœur. Elle ne parlait jamais de son mari, pas plus qu'elle ne parlait de son enfance, de sa famille, de ses intérêts. Il n'y avait qu'une chose qu'elle ne vendait pas, c'était elle. Non qu'elle eût des scrupules, mais parce que l'idée de ce marché ne pouvait lui venir. Elle était sèche comme une facture, froide comme un protêt, indifférente et brutale, au fond, comme un record. Saccard, tout frais de sa province, ne put d'abord descendre dans les profondeurs délicates des nombreux métiers de Madame Sidonie. Comme il avait fait une année de droit, elle lui parla un jour des 3 milliards, d'un air grave, ce qui lui donna une pauvre idée de son intelligence. Elle vint fouiller les coins du logement de la rue Saint-Jacques, pesa Angèle d'un regard, et ne reparut que lorsque ses courses l'appelaient dans le quartier, et qu'elle éprouvait le besoin de remettre les 3 milliards sur le tapis. Angèle avait mordu à l'histoire de la dette anglaise. La courtière enfourchait son dada, faisait ruisseler l'or pendant 1 heure. C'était la fêlure dans cet esprit délié, la folie douce dont elle berçait sa vie perdue en misérable trafic, l'appât magique dont elle grisait avec elle les plus crédules de ses clientes. Très convaincue, du reste,
Elle finissait par parler des 3 milliards comme d'une fortune personnelle dans laquelle il faudrait bien que les juges la fissent rentrer tôt ou tard, ce qui jetterait une merveilleuse auréole autour de son pauvre chapeau noir. Où se balançaient quelques violettes pâlies à des tiges de laiton dont on voyait le métal. Angèle ouvrait des yeux énormes. À plusieurs reprises, elle parla avec respect de sa belle-sœur à son mari, disant que madame Sidonie les enrichirait peut-être un jour. Saccard haussait les épaules. Il était allé visiter la boutique et l'entresol du faubourg Poissonnière et n'y avait flairé qu'une faillite prochaine. Il voulut connaître l'opinion d'Eugène sur leur sœur, mais celui-ci devint grave et se contenta de répondre qu'il ne la voyait jamais, qu'il la savait fort intelligente, un peu compromettante peut-être. Cependant, comme Saccard revenait rue de Penthièvre, quelque temps après, il crut voir la robe noire de madame Sidonie sortir de chez son frère et filer rapidement le long des maisons. Il courut, mais il ne put retrouver la robe noire. La courtière avait une de ces tournures effacées qui se perdent dans la foule. Il resta songeur, et ce fut à partir de ce moment qu'il étudia sa sœur avec plus d'attention. Il ne tarda pas à pénétrer le labeur immense de ce petit être pâle et vague, dont la face entière semblait loucher et se fondre. Il eut du respect pour elle. Elle était bien du sang des Rougon. Il reconnut cet appétit de l'argent, ce besoin de l'intrigue qui caractérisait la famille. Seulement, chez elle, grâce au milieu dans lequel elle avait vieilli, à ce Paris où elle avait dû chercher le matin son pain noir du soir, le tempérament commun s'était déjeté pour produire cet hermaphrodisme étrange de la femme devenue être neutre, homme d'affaires et entremetteuse à la fois. Quand Saccard, après avoir arrêté son plan, se mit en quête des premiers fonds, il songea naturellement à sa sœur. Elle secoua la tête, soupira en parlant des 3 milliards. Mais l'employé ne lui tolérait pas sa folie, il la secouait rudement chaque fois qu'elle revenait à la dette des Stuarts. Ce rêve lui semblait déshonorer une intelligence si pratique. Madame Sidonie, qui essuyait tranquillement les ironies les plus dures, sans que ses convictions fussent ébranlées, lui expliqua ensuite avec une grande lucidité qu'il ne trouverait pas un sou, n'ayant à offrir aucune garantie. Cette conversation avait lieu devant la bourse, où elle devait jouer ses économies. Vers 3 heures, on était certain de la trouver appuyée contre la grille, à gauche, du côté du bureau de poste. C'était là qu'elle donnait audience à des individus louches et vagues comme elle. Son frère allait la quitter lorsqu'elle murmura d'un ton désolé. « Ah, si tu n'étais pas mariée !» Cette réticence, dont il ne voulut pas demander le sens complet et exact, rendit Saccard singulièrement rêveur. Les mois s'écoulèrent. La guerre de Crimée venait d'être déclarée. Paris, qu'une guerre lointaine n'émouvait pas, se jetait avec plus d'emportement dans la spéculation et les filles. Saccard assistait, en se rongeant les poings, à cette rage croissante qu'il avait prévue. Dans la forge géante, les marteaux qui battaient l'or sur l'enclume lui donnaient des secousses de colère et d'impatience. Il y avait en lui une telle tension de l'intelligence et de la volonté qu'il vivait dans un songe, en somnambule se promenant au bord des toits sous le fouet d'une idée fixe. Aussi fut-il surpris et irrité de trouver, un soir, Angèle malade et couchée. Sa vie d'intérieur, d'une régularité d'horloge, se dérangeait, ce qui l'exaspéra comme une méchanceté calculée de la destinée. La pauvre Angèle se plaignit doucement. Elle avait pris un froid et chaud. Quand le médecin arriva, il parut très inquiet. Il dit au mari, sur le palier, que sa femme avait une fluxion de poitrine et qu'il ne répondait pas d'elle. Dès lors, l'employé soigna la malade sans colère. Il n'alla plus à son bureau, il resta près d'elle, la regardant avec une expression indéfinissable, lorsqu'elle dormait, rouge de fièvre, haletante. Madame Sidonie, malgré ses travaux écrasants, trouva moyen de venir chaque soir faire des tisanes, qu'elle prétendait souveraines. À tous ces métiers, elle joignait celui d'être une garde-malade de vocation, se plaisant à la souffrance, aux remèdes, aux conversations navrées qui s'attardent autour des lits de moribonds. Puis, elle paraissait s'être prise d'une tendre amitié pour Angèle. Elle aimait les femmes d'amour, avec 1000 chatteries,
sans doute pour le plaisir qu'elles donnent aux hommes. Elle les traitait avec les attentions délicates que les marchandes ont pour les choses précieuses de leur étalage, les appelait « ma mignonne »,« ma toute belle », roucoulait, se pâmait devant elle comme un amoureux devant une maîtresse. Bien qu'Angèle fût une sorte dont elle n'espérait rien tirer, elle la cajolait comme les autres, pour règle de conduite. Quand la jeune femme fut au lit, les effusions de madame Sidonie devinrent larmoyantes. Elle emplit la chambre silencieuse de son dévouement. Son frère la regardait tourner, les lèvres serrées, comme abîmée dans une douleur muette. Le mal empira. Un soir, le médecin leur avoua que la malade ne passerait pas la nuit. Madame Sidonie était venue de bonne heure, préoccupée, regardant Aristide et Angèle de ses yeux noyés où s'allumaient de courtes flammes. Quand le médecin fut parti, elle baissa la lampe, un grand silence se fit. La mort entrait lentement dans cette chambre chaude et moite, où la respiration irrégulière de la moribonde mettait le tic-tac cassé d'une pendule qui se détraque. Madame Sidonie avait abandonné les potions, laissant le mal faire son œuvre. Elle s'était assise devant la cheminée, auprès de son frère, qui tisonnait d'une main fiévreuse, en jetant sur le lit des coups d'œil involontaires. Puis, comme énervé par cet air lourd, par ce spectacle lamentable, il se retira dans la pièce voisine. On y avait enfermé la petite Clotilde, qui jouait à la poupée, très sagement, sur un bout de tapis. Sa fille lui souriait, lorsque madame Sidonie, se glissant derrière lui, l'attira dans un coin, parlant à voix basse. La porte était restée ouverte. On entendait le râle léger d'Angèle. « Ta pauvre femme !» sanglota la courtière. « Je crois que tout est bien fini. Tu as entendu le médecin ?» Saccard se contenta de baisser lugubrement la tête. « C'était une bonne personne, » continua l'autre, parlant comme si Angèle fût déjà morte. « Tu pourras trouver des femmes plus riches, plus habituées au monde, mais tu ne trouveras jamais un pareil cœur. » Et, comme elle s'arrêtait, s'essuyant les yeux, semblant chercher une transition, « Tu as quelque chose à me dire ?» demanda nettement Saccard. « Oui, je me suis occupée de toi pour la chose que tu sais, et je crois avoir découvert. Mais dans un pareil moment, vois-tu, j'ai le cœur brisé. » Elle s'essuya encore les yeux. Saccard la laissa faire tranquillement, sans dire un mot. Alors elle se décida. « C'est une jeune fille qu'on voudrait marier tout de suite, » dit-elle. « La chère enfant a eu un malheur. Il y a une tante qui ferait un sacrifice. » Elle s'interrompait. Elle geignait toujours, pleurant ses phrases, comme si elle eût continué à plaindre la pauvre Angèle. C'était une façon d'impatienter son frère et de le pousser à la questionner, pour ne pas avoir toute la responsabilité de l'offre qu'elle venait lui faire. L'employé fut pris, en effet, d'une sourde irritation. « Voyons, achève, dit-il. Pourquoi veut-on marier cette jeune fille ?»« Elle sortait de pension, » reprit la courtière d'une voix dolente. « Un homme l'a perdue, à la campagne, chez les parents d'une de ses amies. Le père vient de s'apercevoir de la faute. Il voulait la tuer. La tante, pour sauver la chère enfant, s'est faite complice, et à elles deux, elles ont conté une histoire au père. Elles lui ont dit que le coupable était un honnête garçon qui ne demandait qu'à réparer son égarement d'une heure. »« Alors, dit Saccard d'un ton surpris et comme fâché, l'homme de la campagne va épouser la jeune fille ? » ?»« Non, il ne peut pas. Il est marié. » Il y eut un silence. Le râle d'Angèle sonnait plus douloureusement dans l'air frissonnant. La petite Clotilde avait cessé de jouer. Elle regardait madame Sidonie et son père de ses grands yeux d'enfant songeur, comme si elle eût compris leurs paroles. Saccard se mit à poser des questions brèves. « Quel âge a la jeune fille ?»« 19 ans. »« La grossesse date ?»« De 3 mois. Il y aura sans doute une fausse couche. »« Et la famille est riche et honorable ?»« Vieille bourgeoisie. Le père a été magistrat. Fort belle fortune. » « Quel serait le sacrifice de la tante ?» 100 000 francs. Un nouveau silence se fit. Madame Sidonie ne pleurnichait plus. Elle était en affaires. Sa voix prenait les notes métalliques d'une revendeuse qui discute un marché. Son frère, la regardant en dessous, ajouta avec quelque hésitation.
« Et toi, que veux-tu ?»« Nous verrons plus tard, répondit-elle. Tu me rendras service à ton tour. » Elle attendit quelques secondes, et comme il se taisait, elle lui demanda carrément. « Eh bien, que décides-tu ? Ces pauvres femmes sont dans la désolation. Elles veulent empêcher un éclat. Elles ont promis de livrer demain au père le nom du coupable. Si tu acceptes, je vais leur envoyer une de tes cartes de visite par un commissionnaire. » Saccard parut s'éveiller d'un songe. Il tressaillit, il se tourna peureusement du côté de la chambre voisine, où il avait cru entendre un léger bruit. « Mais je ne puis pas, dit-il avec angoisse. Tu sais bien que je ne puis pas. » Madame Sidonie le regardait fixement, d'un air froid et dédaigneux. Tout le sang des Rougon, toutes ses ardentes convoitises lui remontèrent à la gorge. Il prit une carte de visite dans son portefeuille et la donna à sa sœur, qui la mit sous enveloppe, après avoir raturé l'adresse avec soin. Elle descendit ensuite. Il était à peine 9 heures. Saccard, resté seul, alla appuyer son front contre les vitres glacées. Il s'oublia jusqu'à battre la retraite sur le verre du bout des doigts. Mais il faisait une nuit si noire, les ténèbres au dehors s'entassaient en masse si étranges qu'il éprouva un malaise, et machinalement il revint dans la pièce où Angèle se mourait. Il l'avait oubliée. Il éprouva une secousse terrible en la retrouvant levée à demi sur ses oreillers. Elle avait les yeux grands ouverts. Un flot de vie semblait être remonté à ses joues et à ses lèvres. La petite Clotilde, tenant toujours sa poupée, était assise sur le bord de la couche. Dès que son père avait eu le dos tourné, elle s'était vite glissée dans cette chambre dont on l'avait écartée et où la ramenaient ses curiosités joyeuses d'enfant. Saccard, la tête pleine de l'histoire de sa sœur, vit son rêve à terre. Une affreuse pensée dut luire dans ses yeux. Angèle, prise d'épouvante, voulut se jeter au fond du lit, contre le mur. Mais la mort venait. Ce réveil dans l'agonie était la clarté suprême de la lampe qui s'éteint. La moribonde ne put bouger. Elle s'affaissa, elle continua de tenir ses yeux grands ouverts sur son mari, comme pour surveiller ses mouvements. Saccard, qui avait cru à quelque résurrection diabolique, inventée par le destin pour le clouer dans la misère, se rassura en voyant que la malheureuse n'avait pas une heure à vivre. Il n'éprouva plus qu'un malaise intolérable. Les yeux d'Angèle disaient qu'elle avait entendu la conversation de son mari avec madame Sidonie et qu'elle craignait qu'il ne l'étranglât, si elle ne mourait pas assez vite. Et il y avait encore, dans ses yeux, l'horrible étonnement d'une nature douce et inoffensive, s'apercevant, à la dernière heure, des infamies de ce monde, frissonnant à la pensée des longues années passées côte à côte avec un bandit. Peu à peu, son regard devint plus doux. Elle n'eut plus peur. Elle dut excuser ce misérable, en songeant à la lutte acharnée qu'il livrait depuis si longtemps à la fortune. Saccard, poursuivi par ce regard de mourante, où il lisait un si long reproche, s'appuyait au meuble, cherchait des coins d'ombre. Puis, défaillant, il voulut chasser ce cauchemar qui le rendait fou. Il s'avança dans la clarté de la lampe. Mais Angèle lui fit signe de ne pas parler. Et elle le regardait toujours de cet air d'angoisse épouvantée, auquel se mêlait maintenant une promesse de pardon. Alors il se pencha pour prendre Clotilde entre ses bras et l'emporter dans l'autre chambre. Elle le lui défendit encore, d'un mouvement de lèvres. Elle exigeait qu'il restât là. Elle s'éteignit doucement, sans le quitter du regard, et à mesure qu'il pâlissait, ce regard prenait plus de douceur. Elle pardonna au dernier soupir. Elle mourut comme elle avait vécu, mollement, s'effaçant dans la mort après s'être effacée dans la vie. Saccard demeura frissonnant devant ses yeux de morte, restés ouverts, et qui continuaient à le poursuivre dans leur immobilité. La petite Clotilde berçait sa poupée sur un bord du drap, doucement, pour ne pas réveiller sa mère. Quand madame Sidonie remonta, tout était fini. D'un coup de doigt, en femme habituée à cette opération, elle ferma les yeux d'Angèle, ce qui soulagea singulièrement Saccard. Puis, après avoir couché la petite, elle fit en un tour de main la toilette de la chambre mortuaire. Lorsqu'elle eut allumé 2 bougies sur la commode,
et tiré soigneusement le drap jusqu'au menton de la morte, elle jeta autour d'elle un regard de satisfaction et s'allongea au fond d'un fauteuil où elle sommeilla jusqu'au petit jour. Saccard passa la nuit dans la pièce voisine, à écrire des lettres de faire-part. Il s'interrompait par moments, s'oubliait, alignait des colonnes de chiffres sur des bouts de papier. Le soir de l'enterrement, Madame Sidonie emmena Saccard à son entresol. Là furent prises de grandes résolutions. L'employé décida qu'il enverrait la petite Clotilde à un de ses frères, Pascal Rougon, un médecin de Plassans qui vivait en garçon dans l'amour de la science et qui, plusieurs fois, lui avait offert de prendre sa nièce avec lui pour égayer sa maison silencieuse de savants. Madame Sidonie lui fit ensuite comprendre qu'il ne pouvait habiter plus longtemps la rue Saint-Jacques. Elle lui louerait pour un mois un appartement élégamment meublé aux environs de l'hôtel de ville. Elle tâcherait de trouver cet appartement dans une maison bourgeoise pour que les meubles parussent lui appartenir. Quant au mobilier de la rue Saint-Jacques, il serait vendu afin d'effacer jusqu'aux dernières senteurs du passé. Il en emploierait l'argent à s'acheter un trousseau et des vêtements convenables. 3 jours après, Clotilde était remise entre les mains d'une vieille dame qui se rendait justement dans le Midi, et Aristide Saccard, triomphant, la joue vermeille, comme engraissé en 3 journées par les premiers sourires de la fortune, occupait au Marais, rue Payenne, dans une maison sévère et respectable, un coquet logement de 5 pièces, où il se promenait en pantoufles brodées. C'était le logement d'un jeune abbé parti subitement pour l'Italie et dont la servante avait reçu l'ordre de trouver un locataire. Cette servante était une amie de Madame Sidonie, qui donnait un peu dans la calotte. Elle aimait les prêtres, de l'amour dont elle aimait les femmes, par instinct, établissant peut-être certaines parentés nerveuses entre les soutanes et les jupes de soie. Dès lors, Saccard était prêt. Il composa son rôle avec un art exquis. Il attendit sans sourciller les difficultés et les délicatesses de la situation qu'il avait acceptée. Madame Sidonie, dans l'affreuse nuit de l'agonie d'Angèle, avait fidèlement conté en quelques mots le cas de la famille Béraud. Le chef, M. Béraud du Châtel, un grand vieillard de 60 ans, était le dernier représentant d'une ancienne famille bourgeoise dont les titres remontaient plus haut que ceux de certaines familles nobles. Un de ses ancêtres était compagnon d'Étienne Marcel. En 93, son père mourait sur l'échafaud après avoir salué la République de tous ses enthousiasmes de bourgeois de Paris, dans les veines duquel coulait le sang révolutionnaire de la cité. Lui-même était un de ces républicains de Sparte, rêvant un gouvernement d'entière justice et de sage liberté. Vieilli dans la magistrature, où il avait pris une roideur et une sévérité de profession, il donna sa démission de président de chambre en 1851 lors du coup d'État, après avoir refusé de faire partie d'une de ces commissions mixtes qui déshonorèrent la justice française. Depuis cette époque, il vivait solitaire et retiré dans son hôtel de l'île Saint-Louis, qui se trouvait à la pointe de l'île, presque en face de l'hôtel Lambert. Sa femme était morte jeune. Quelque drame secret, dont la blessure saignait toujours, dut assombrir encore la figure grave du magistrat. Il avait déjà une fille de 8 ans, Renée, lorsque sa femme expira en donnant le jour à une seconde fille. Cette dernière, qu'on nomma Christine, fut recueillie par une sœur de M. Béraud du Châtel, mariée au notaire Auberteau. Renée alla au couvent. Madame Auberteau, qui n'avait pas d'enfant, se prit d'une tendresse maternelle pour Christine, qu'elle éleva auprès d'elle. Son mari étant mort, elle ramena la petite à son père et resta entre ce vieillard silencieux et cette blondine souriante. Renée fut oubliée en pension. Aux vacances, elle emplissait l'hôtel d'un tel tapage que sa tante poussait un grand soupir de soulagement quand elle la reconduisait enfin chez les dames de la Visitation, où elle était pensionnaire depuis l'âge de 8 ans. Elle ne sortit du couvent qu'à 19 ans, et ce fut pour aller passer une belle saison chez les parents de sa bonne amie Adeline, qui possédait, dans le Nivernais, une admirable propriété. Quand elle revint en octobre, la tante Élisabeth s'étonna de la trouver grave, d'une tristesse profonde.
Un soir, elle l'a surpris étouffant ses sanglots dans son oreiller, tordu sur son lit par une crise de douleur folle. Dans l'abandon de son désespoir, l'enfant lui raconta une histoire navrante. Un homme de 40 ans, riche, marié, et dont la femme, jeune et charmante, était là, l'avait violentée à la campagne, sans qu'elle sût ni osât se défendre. Cet aveu terrifia la tante Élisabeth. Elle s'accusa comme si elle s'était sentie complice. Ses préférences pour Christine la désolaient, et elle pensait que, si elle avait également gardé René près d'elle, la pauvre enfant n'aurait pas succombé. Dès lors, pour chasser ce remords cuisant, dont sa nature tendre exagérait encore la souffrance, elle soutint la coupable. Elle amortit la colère du père, auquel elles apprirent toutes deux l'horrible vérité par l'excès même de leurs précautions. Elle inventa, dans l'effarement de sa sollicitude, cet étrange projet de mariage qui lui semblait tout arrangé, apaiser le père, faire rentrer René dans le monde des femmes honnêtes, et dont elle voulait ne pas voir le côté honteux ni les conséquences fatales. Jamais on ne sut comment madame Sidonie flaira cette bonne affaire. L'honneur des Béraud avait traîné dans son panier avec les protêts de toutes les filles de Paris. Quand elle connut l'histoire, elle imposa presque son frère, dont la femme agonisait. La tante Élisabeth finit par croire qu'elle était l'obligée de cette dame si douce, si humble, qui se dévouait à la malheureuse Renée, jusqu'à lui choisir un mari dans sa famille. La première entrevue de la tante et de Saccard eut lieu dans l'entresol de la rue du Faubourg Poissonnière. L'employé, qui était arrivé par la porte cochère de la rue Papillon, comprit, en voyant venir madame Auberteau par la boutique et le petit escalier, le mécanisme ingénieux des deux entrées. Il fut plein de tact et de convenance. Il traita le mariage comme une affaire, mais en homme du monde qui réglerait ses dettes de jeu. La tante Élisabeth était beaucoup plus frissonnante que lui. Elle balbutiait, elle n'osait parler des 100 000 francs qu'elle avait promis. Ce fut lui qui entama le premier la question argent, de l'air d'un avoué discutant le cas d'un client. Selon lui, 100 000 francs étaient un apport ridicule pour le mari de mademoiselle Renée. Il appuyait un peu sur ce mot « mademoiselle ». Monsieur Béraud du Châtel mépriserait davantage un gendre pauvre. Il l'accuserait d'avoir séduit sa fille pour sa fortune. Peut-être même aurait-il l'idée de faire secrètement une enquête. Madame Auberteau, effrayée, effarée par la parole calme et polie de Saccard, perdit la tête et consentit à doubler la somme quand il eut déclaré qu'à moins de 200 000 francs, il n'oserait jamais demander René, ne voulant pas être pris pour un indigne chasseur de dot. La bonne dame partit toute troublée, ne sachant plus ce qu'elle devait penser d'un garçon qui avait de telles indignations et qui acceptait un pareil marché. Cette première entrevue fut suivie d'une visite officielle que la tante Élisabeth fit à Aristide Saccard, à son appartement de la rue Payenne. Cette fois, elle venait au nom de M. Béraud. L'ancien magistrat avait refusé de voir cet homme, comme il appelait le séducteur de sa fille, tant qu'il ne serait pas marié avec Renée, à laquelle il avait d'ailleurs également défendu sa porte. Madame Auberteau avait de pleins pouvoirs pour traiter. Elle parut heureuse du luxe de l'employé. Elle avait craint que le frère de cette madame Sidonie, aux jupes fripées, ne fût un goujat. Il la reçut, drapée dans une délicieuse robe de chambre. C'était l'heure où les aventuriers du 2 décembre, après avoir payé leurs dettes, jetaient dans les égouts leurs bottes éculées, leurs redingotes blanchies aux coutures, rasaient leurs barbes de 8 jours et devenaient des hommes comme il faut. Saccard entrait enfin dans la bande. Il se nettoyait les ongles et ne se lavait plus qu'avec des poudres et des parfums inestimables. Il fut galant, il changea de tactique, se montra d'un désintéressement prodigieux. Quand la vieille dame parla du contrat, il fit un geste, comme pour dire que peu lui importait. Depuis 8 jours, il feuilletait le code et il méditait sur cette grave question dont dépendait dans l'avenir sa liberté de tripoteur d'affaires. « Par grâce, dit-il, finissons-en avec cette désagréable question d'argent. Mon avis est que mademoiselle Renée doit rester maîtresse de sa fortune et moi maître de la mienne. Le notaire arrangera cela. » La tante Élisabeth approuva cette façon de voir.
Elle tremblait que ce garçon, dont elle sentait vaguement la main de fer, ne voulût mettre les doigts dans la dot de sa nièce. Elle parla ensuite de cette dot. « Mon frère, dit-elle, a une fortune qui consiste surtout en propriété et en immeubles. Il n'est pas homme à punir sa fille en rognant la part qui lui destinait. Il lui donne une propriété dans la Sologne, estimée à 300 000 francs, ainsi qu'une maison, située à Paris, qu'on évalue environ à 200 000 francs. » Saccard fut ébloui. Il ne s'attendait pas à un tel chiffre. Il se tourna à demi pour ne pas laisser voir le flot de sang qui lui montait au visage. « Cela fait 500 000 francs, continua la tante. Mais je ne dois pas vous cacher que la propriété de la Sologne ne rapporte que 2%. Il sourit. Il répéta son geste de désintéressement, voulant dire que cela ne pouvait le toucher, puisqu'il refusait de s'immiscer dans la fortune de sa femme. Il avait, dans son fauteuil, une attitude d'adorable indifférence, distrait, jouant du pied avec sa pantoufle, paraissant écouter par pure politesse. Madame Auberteau, avec sa bonté d'âme ordinaire, parlait difficilement, choisissait les termes pour ne pas le blesser. Elle reprit. « Enfin, je veux faire un cadeau à René. Je n'ai pas d'enfant. Ma fortune reviendra un jour à mes nièces, et ce n'est pas parce que l'une d'elles est dans les larmes que je fermerai aujourd'hui la main. Leur cadeau de mariage à toutes deux était prêt. Celui de René consiste en vastes terrains situés du côté de Charonne, que je crois pouvoir évaluer à 200 000 francs. Seulement, au mot de terrain, Saccard avait eu un léger tressaillement. Sous son indifférence jouée, il écoutait avec une attention profonde. La tante Élisabeth se troublait, ne trouvait sans doute pas la phrase, et, en rougissant, « Seulement, continua-t-elle, je désire que la propriété de ces terrains soit reportée sur la tête du premier enfant de René. Vous comprendrez mon intention. Je ne veux pas que cet enfant puisse un jour être à votre charge. Dans le cas où il mourrait, René resterait seul propriétaire. » Il ne broncha pas, mais ses sourcils tendus annonçaient une grande préoccupation intérieure. Les terrains de Charonne éveillaient en lui un monde d'idées. Madame Auberteau crut l'avoir blessée en parlant de l'enfant de René, et elle restait interdite, ne sachant comment reprendre l'entretien. « Vous ne m'avez pas dit dans quelle rue se trouve l'immeuble de 200 000 francs, demanda-t-il, en reprenant son ton de bonhomie souriante. « Rue de la Pépinière, répondit-elle, presque au coin de la rue d'Astor. » Cette simple phrase produisit sur lui un effet décisif. Il ne fut plus maître de son ravissement. Il rapprocha son fauteuil et, avec sa volubilité provençale, d'une voix câline, « Chère dame, est-ce bien fini? Parlerons-nous encore de ce maudit argent? Tenez, je veux me confesser en toute franchise, car je serais au désespoir si je ne méritais pas votre estime. J'ai perdu ma femme dernièrement, j'ai 2 enfants sur les bras, je suis pratique et raisonnable. En épousant votre nièce, je fais une bonne affaire pour tout le monde. S'il vous reste quelque prévention contre moi, vous me pardonnerez plus tard lorsque j'aurai séché les larmes de chacun et enrichi jusqu'à mes arrière-neveux. Le succès est une flamme dorée qui purifie tout. Je veux que M. Béraud lui-même me tende la main et me remercie. » Il s'oubliait, il parla longtemps, ainsi, avec un cynisme railleur qui perçait par instants sous son air bonhomme. Il mit en avant son frère le député, son père le receveur particulier de Plassans. Il finit par faire la conquête de la tante Élisabeth, qui voyait, avec une joie involontaire, sous les doigts de cet habile homme, le drame dont elle souffrait depuis 1 mois se terminer en une comédie presque gaie. Il fut convenu qu'on irait chez le notaire le lendemain. Dès que madame Auberteau se fut retirée, il se rendit à l'hôtel de ville, y passa la journée à fouiller certains documents connus de lui. Chez le notaire, il éleva une difficulté. Il dit que la dot de René, ne se composant que de biens-fonds, il craignait pour elle beaucoup de tracas, et qu'il croyait sage de vendre au moins l'immeuble de la rue de la Pépinière pour lui constituer une rente sur le grand-livre. Madame Auberteau voulut en référer à M. Béraud du Châtel, toujours cloîtré dans son appartement. Saccard se remit en course jusqu'au soir. Il alla rue de la Pépinière,
il courut Paris de l'air songeur d'un général à la veille d'une bataille décisive. Le lendemain, Madame Auberteau dit que M. Béraud du Châtel s'en remettait complètement à elle. Le contrat fut rédigé sur les bases déjà débattues. Saccard apportait 200 000 francs. René avait en dot la propriété de la Sologne et l'immeuble de la rue de la Pépinière qu'elle s'engageait à vendre. En outre, en cas de mort de son premier enfant, elle restait seule propriétaire des terrains de Charonne que lui donnait sa tante. Le contrat fut établi sur le régime de la séparation des biens qui conserve aux époux l'entière administration de leur fortune. La tante Élisabeth, qui écoutait attentivement le notaire, parut satisfaite de ce régime dont les dispositions semblaient assurer l'indépendance de sa nièce, en mettant sa fortune à l'abri de toute tentative. Saccard avait un vague sourire, en voyant la bonne dame approuver chaque clause d'un signe de tête. Le mariage fut fixé au terme le plus court. Quand tout fut réglé, Saccard alla cérémonieusement annoncer à son frère Eugène son union avec mademoiselle Renée Béraud du Châtel. Ce coup de maître étonna le député. Comme il laissait voir sa surprise. « Tu m'as dit de chercher, » dit l'employé. « J'ai cherché et j'ai trouvé. » Eugène, dérouté d'abord, entrevit alors la vérité et, d'une voix charmante, « Allons, tu es un homme habile. Tu viens me demander pour témoin, n'est-ce pas ? Compte sur moi. S'il le faut, je mènerai à ta noce tout le côté droit du corps législatif. Ça te poserait joliment. » Puis, comme il avait ouvert la porte, d'un ton plus bas, dit « Je ne veux pas trop me compromettre en ce moment. Nous avons une loi fort dure à faire voter. La grossesse, au moins, n'est pas trop avancée. » Saccard lui jeta un regard si aigu qu'Eugène se dit en refermant la porte. « Voilà une plaisanterie qui me coûterait cher si je n'étais pas un Rougon. » Le mariage eut lieu dans l'église Saint-Louis en Lille. Saccard et René ne se virent que la veille de ce grand jour. La scène se passa le soir, à la tombée de la nuit, dans une salle basse de l'hôtel Béraud. Ils s'examinèrent curieusement. René, depuis qu'on négociait son mariage, avait retrouvé son allure décervelée, sa tête folle. C'était une grande fille, d'une beauté exquise et turbulente, qui avait poussé librement dans ses caprices de pensionnaire. Elle trouva Saccard petit, laid, mais d'une laideur tourmentée et intelligente qui ne lui déplut pas. Il fut, d'ailleurs, parfait de ton et de manière. Lui fit une légère grimace en l'apercevant. Elle lui sembla sans doute trop grande, plus grande que lui. Ils échangèrent quelques paroles sans embarras. Si le père s'était trouvé là, il aurait pu croire, en effet, qu'ils se connaissaient depuis longtemps, qu'ils avaient derrière eux quelques fautes communes. La tante Élisabeth, présente à l'entrevue, rougissait pour eux. Le lendemain du mariage, dont la présence d'Eugène Rougon, mise en vue par un récent discours, fit un événement dans l'île Saint-Louis, les deux nouveaux époux furent enfin admis en présence de M. Béraud du Châtel. René pleura en retrouvant son père vieilli, plus grave et plus morne. Saccard, que rien jusque-là n'avait décontenancé, fut glacé par la froideur et le demi-jour de l'appartement, par la sévérité triste de ce grand vieillard, dont l'œil perçant lui sembla fouiller sa conscience jusqu'au fond. L'ancien magistrat baisa lentement sa fille sur le front, comme pour lui dire qu'il lui pardonnait, et, se tournant vers son gendre, « Monsieur, lui dit-il simplement, nous avons beaucoup souffert. Je compte que vous nous ferez oublier vos torts. » Il lui tendit la main, mais Saccard resta frissonnant. Il pensait que si M. Béraud du Châtel n'avait pas plié sous la douleur tragique de la honte de René, il aurait d'un regard, d'un effort, mis à néant les manœuvres de Madame Sidonie. Celle-ci, après avoir rapproché son frère de la tante Élisabeth, s'était prudemment effacée. Elle n'était pas même venue au mariage. Il se montra très rond avec le vieillard, ayant lu dans son regard une surprise à voir le séducteur de sa fille, petit, laid, âgé de 40 ans. Les nouveaux mariés furent obligés de passer les premières nuits à l'hôtel Béraud. On avait depuis 2 mois éloigné Christine pour que cet enfant de 14 ans ne soupçonnât rien du drame qui se passait dans cette maison calme et douce comme un cloître. Lorsqu'elle revint,
elle resta tout interdite devant le mari de sa sœur, qu'elle trouva, elle aussi, vieux et laid. René, seul, ne paraissait pas trop s'apercevoir de l'âge ni de la figure chafouine de son mari. Elle le traitait sans mépris, comme sans tendresse, avec une tranquillité absolue où perçait seulement parfois une pointe d'ironique dédain. Saccard se carrait, se mettait chez lui, et, réellement, par sa verve, par sa rondeur, il gagnait peu à peu l'amitié de tout le monde. Quand ils partirent pour aller occuper un superbe appartement dans une maison neuve de la rue de Rivoli, le regard de M. Béraud-du-Châtel n'avait déjà plus d'étonnement, et la petite Christine jouait avec son beau-frère comme avec un camarade. Renée était alors enceinte de 4 mois. Son mari allait l'envoyer à la campagne, comptant mentir ensuite sur l'âge de l'enfant, lorsque, selon les prévisions de madame Sidonie, elle fit une fausse couche. Elle s'était tellement serrée pour dissimuler sa grossesse, qui d'ailleurs disparaissait sous l'ampleur de ses jupes, qu'elle fut obligée de garder le lit pendant quelques semaines. Il fut ravi de l'aventure. La fortune lui était enfin fidèle. Il avait fait un marché d'or, une dot superbe, une femme belle à le faire décorer en 6 mois, et pas la moindre charge. On lui avait acheté 200 000 francs son nom pour un fœtus que la mère ne voulut pas même voir. Dès lors, il songea avec amour au terrain de Charonne. Mais, pour le moment, il accordait tous ses soins à une spéculation qui devait être la base de sa fortune. Malgré la grande situation de la famille de sa femme, il ne donna pas immédiatement sa démission d'agent voyer. Il parla de travaux à finir, d'occupations à chercher. En réalité, il voulait rester jusqu'à la fin sur le champ de bataille où il jouait son premier coup de cartes. Il était chez lui, il pouvait tricher plus à son aise. Le plan de fortune de l'agent voyer était simple et pratique. Maintenant qu'il avait en main plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé pour commencer ses opérations, il comptait appliquer ses desseins en grand. Il connaissait son pari sur le bout du doigt. Il savait que la pluie d'or qui en battait les murs tomberait plus drue chaque jour. Les gens habiles n'avaient qu'à ouvrir les poches. Lui s'était mis parmi les habiles, en lisant l'avenir dans les bureaux de l'hôtel de ville. Ses fonctions lui avaient appris ce qu'on peut voler dans l'achat et la vente des immeubles et des terrains. Il était au courant de toutes les escroqueries classiques. Il savait comment on revend pour 1 million ce qui a coûté 500 000 francs. Comment on paie le droit de crocheter les caisses de l'État qui sourit et ferme les yeux. Comment, en faisant passer un boulevard sur le ventre d'un vieux Paris, on jongle, aux applaudissements de toutes les dupes, avec les maisons à 6 étages. Et ce qui, à cette heure encore trouble, lorsque le chancre de la spéculation n'en était qu'à la période d'incubation, faisait de lui un terrible joueur, c'était qu'il en devinait plus long que ses chefs eux-mêmes sur l'avenir de moellons et de plâtre qui était réservé à Paris. Il avait tant fureté, réuni tant d'indices, qu'il aurait pu prophétiser le spectacle qu'offriraient les nouveaux quartiers en 1870. Dans les rues, parfois, il regardait certaines maisons d'un air singulier, comme des connaissances dont le sort, connu de lui seul, le touchait profondément. 2 mois avant la mort d'Angèle, il l'avait menée, un dimanche, au but Montmartre. La pauvre femme adorait manger au restaurant. Elle était heureuse lorsque, après une longue promenade, il l'attablait dans quelque cabaret de la banlieue. Ce jour-là, ils dînèrent au sommet des buttes, dans un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris, sur cet océan de maisons aux toits bleuâtres, pareils à des flots pressés emplissant l'immense horizon. Leur table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante, d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge, et, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère,
une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. C'était comme le coin enchanté d'une cité des 1001 nuits, aux arbres d'émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. « Oh, vois !» dit Saccard avec un rire d'enfant. « Il pleut des pièces de 20 francs dans Paris !» Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était levé, et s'accoudant sur la rampe de la fenêtre, « C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas. Ici, plus à droite, voilà la Madeleine. Un beau quartier, où il y a beaucoup à faire. Ah, cette fois, tout va brûler. Vois-tu ? On dirait que le quartier bout dans l'alambic de quelques chimistes. » Sa voix devenait grave et émue. La comparaison qu'il avait trouvée parut le frapper beaucoup. Il avait bu du Bourgogne, il s'oublia, il continua, étendant le bras pour montrer Paris à Angèle, qui s'était également accoudée à son côté. « Oui, oui, j'ai bien dit. Plus d'un quartier va fondre, et il restera de l'or aux doigts des gens qui chaufferont et remueront la cuve. Ce grand innocent de Paris. Vois donc comme il est immense et comme il s'endort doucement. C'est bête, ces grandes villes. Il ne se doute guère de l'armée de pioches qui l'attaquera un de ces beaux matins, et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si fort sous le soleil couchant s'ils savaient qu'ils n'ont plus que 3 ou 4 ans à vivre. » Angèle croyait que son mari plaisantait. Il avait parfois le goût de la plaisanterie colossale et inquiétante. Elle riait, mais avec un vague effroi, de voir ce petit homme se dresser au-dessus du géant couché à ses pieds et lui montrer le poing en pinçant ironiquement les lèvres. « On a déjà commencé, continua-t-il, mais ce n'est qu'une misère. Regarde là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en 4. » Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme un coutelas, il fit signe de séparer la ville en 4 parts. « Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau boulevard que l'on perce ?» demanda sa femme. « Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Ils dégagent le Louvre et l'hôtel de ville. Jeu d'enfant que cela, c'est bon pour mettre le public en appétit. Quand le premier réseau sera fini, alors commencera la grande danse. Le second réseau trouera la ville de toutes parts pour attacher les faubourgs au premier réseau. Les tronçons agoniseront dans le plâtre. Tiens, suis un peu ma main. Du boulevard du Temple à la barrière du Trône, une entaille. Puis, de ce côté, une autre entaille, de la Madeleine à la plaine Monceau. Et une 3e entaille dans ce sens, une autre dans celui-ci. Une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant 100 000 terrassiers et maçons, traversés par d'admirables voies stratégiques qui mettront les forts au cœur des vieux quartiers. La nuit venait. Sa main sèche et nerveuse coupait toujours dans le vide. Angèle avait un léger frisson devant ce couteau vivant, ses doigts de fer qui hachaient sans pitié l'amas sans bornes des toits sombres. Depuis un instant, les brumes de l'horizon roulaient doucement des hauteurs, et elle s'imaginait entendre, sous les ténèbres qui s'amassaient dans les creux, de lointains craquements, comme si la main de son mari eût réellement fait les entailles dont il parlait, crevant Paris d'un bout à l'autre, brisant les poutres, écrasant les moellons, laissant derrière elle de longues et affreuses blessures de murs croulants. La petitesse de cette main, s'acharnant sur une proie géante, finissait par inquiéter, et, tandis qu'elle déchirait sans effort les entrailles de l'énorme ville, on eût dit qu'elle prenait un étrange reflet d'acier dans le crépuscule bleuâtre. « Il y aura un 3e réseau, » continua Saccard, au bout d'un silence, comme se parlant à lui-même. « Celui-là est trop lointain. Je le vois moins. Je n'ai trouvé que peu d'indices. Mais ce sera la folie pure, le galop infernal des millions, Paris saoulé et assommé. » Il se tut de nouveau, les yeux fixés ardemment sur la ville, où les ombres roulaient de plus en plus épaisses. Il devait interroger cet avenir trop éloigné qui lui échappait. Puis la nuit se fit, la ville devint confuse, on l'entendit respirer largement,
comme une mer dont on ne voit plus que la crête pâle des vagues. Çà et là, quelques murs blanchissaient encore, et une à une, les flammes jaunes des becs de gaz piquèrent les ténèbres, pareilles à des étoiles s'allumant dans le noir d'un ciel d'orage. Angèle secoua son malaise et reprit la plaisanterie que son mari avait faite au dessert. « Ah, bien, dit-elle avec un sourire. Il en est tombé de ces pièces de 20 francs. Voilà les Parisiens qui les comptent. Regarde donc les belles piles qu'on aligne à nos pieds. » Elle montrait les rues qui descendent en face des buttes Montmartre et dont les becs de gaz semblaient empiler sur 2 rangs leurs taches d'or. « Et là-bas !» s'écria-t-elle en désignant du doigt un fourmillement d'astres. « C'est sûrement la caisse générale ?» Ce mot fit rire Saccard. Ils restèrent encore quelques instants à la fenêtre, ravis de ce ruissellement de pièces de 20 francs, qui finit par embraser Paris entier. L'agent voyait, en descendant de Montmartre, se repentit sans doute d'avoir tant causé. Il accusa le Bourgogne et pria sa femme de ne pas répéter les bêtises qu'il avait dites. Il voulait, disait-il, être un homme sérieux. Saccard, depuis longtemps, avait étudié ces 3 réseaux de rues et de boulevards dont il s'était oublié à exposer assez exactement le plan devant Angèle. Quand cette dernière mourut, il ne fut pas fâché qu'elle emportât dans la terre ses bavardages des buttes Montmartre. Là était sa fortune, dans ces fameuses entailles que sa main avait faites au cœur de Paris, et il entendait ne partager son idée avec personne, sachant qu'au jour du butin, il y aurait bien assez de corbeaux planant au-dessus de la ville éventrée. Son premier plan était d'acquérir à bon compte quelque immeuble qu'il saurait à l'avance condamné à une expropriation prochaine et de réaliser un gros bénéfice en obtenant une forte indemnité. Il se serait peut-être décidé à tenter l'aventure sans un sou, à acheter l'immeuble à crédit pour ne toucher ensuite qu'une différence, comme à la bourse. Lorsqu'il se remaria, moyennant cette prime de 200 000 francs qui fixa et agrandit son plan. Maintenant, ses calculs étaient faits. Il achetait à sa femme, sous le nom d'un intermédiaire, sans paraître aucunement, la maison de la rue de la Pépinière, et triplait sa mise de fonds grâce à sa science acquise dans les couloirs de l'hôtel de ville, et à ses bons rapports avec certains personnages influents. S'il avait tressailli, lorsque la tante Élisabeth lui avait indiqué l'endroit où se trouvait la maison, c'est qu'elle était située au beau milieu du tracé d'une voie dont on ne causait encore que dans le cabinet du préfet de la Seine. Cette voie, le boulevard Malesherbes, l'emportait tout entière. C'était un ancien projet de Napoléon Ier qu'on songeait à mettre à exécution, pour donner, disaient les gens graves, un débouché normal à des quartiers perdus derrière un dédale de rues étroites, sur les escarpements des coteaux qui limitaient Paris. Cette phrase officielle n'avouait naturellement pas l'intérêt que l'Empire avait à la danse des écus, à ses déblais et à ces remblais formidables qui tenaient les ouvriers en haleine. Saccard s'était permis, un jour, de consulter chez le préfet ce fameux plan de Paris sur lequel une main auguste avait tracé à l'encre rouge les principales voies du 2e réseau. Ces sanglants traits de plume entaillaient Paris plus profondément encore que la main de l'agent Boyer. Le boulevard Malesherbes, qui abattait des hôtels superbes, dans les rues d'Anjou et de la Ville-l'Évêque, et qui nécessitait des travaux de terrassement considérables, devait être troué un des premiers. Quand Saccard alla visiter l'immeuble de la rue de la Pépinière, il songea à cette soirée d'automne, à ce dîner qu'il avait fait avec Angèle sur les buttes Montmartre, et pendant lequel il était tombé, au soleil couchant, une pluie si drue de louis d'or sur le quartier de la Madeleine. Il sourit. Il pensa que le nuage radieux avait crevé chez lui, dans sa cour, et qu'il allait ramasser les pièces de 20 francs. Tandis que Renée, installée luxueusement dans l'appartement de la rue de Rivoli, au milieu de ce Paris nouveau dont elle allait être une des reines, méditait ses futures toilettes et s'essayait à sa vie de grande mondaine, son mari soignait dévotement sa première grande affaire. Il lui achetait d'abord la maison de la rue de la Pépinière, grâce à l'intermédiaire d'un certain Larsonneau, qu'il avait rencontré furetant comme lui dans les bureaux de l'hôtel de ville,
mais qui avait eu la bêtise de se laisser surprendre, un jour qu'il visitait les tiroirs du préfet. L'Arsenault s'était établi agent d'affaires, au fond d'une cour noire et humide du bas de la rue Saint-Jacques. Son orgueil, ses convoitises y souffraient cruellement. Il se trouvait au même point que Saccard avant son mariage. Il avait, disait-il, inventé, lui aussi, une machine à pièces de 100 sous. Seulement, les premières avances lui manquaient pour tirer parti de son invention. Il s'entendit à demi-mot avec son ancien collègue, et il travailla si bien qu'il eut la maison pour 150 000 francs. René, au bout de quelques mois, avait déjà de gros besoins d'argent. Le mari n'intervint que pour autoriser sa femme à vendre. Quand le marché fut conclu, elle le pria de placer en son nom 100 000 francs qu'elle lui remit en toute confiance, pour le toucher sans doute, et lui faire fermer les yeux sur les 50 000 francs qu'elle gardait en poche. Il sourit d'un air fin. Il entrait dans ses calculs qu'elle jeta l'argent par les fenêtres. Ces 50 000 francs, qui allaient disparaître en dentelles et en bijoux, devaient lui rapporter, à lui, le 100%. Il poussa l'honnêteté, tant il était satisfait de sa première affaire, jusqu'à placer réellement les 100 000 francs de René et à lui remettre les titres de rente. Sa femme ne pouvait les aliéner. Il était certain de les retrouver au nid s'il en avait jamais besoin. « Ma chère, ce sera pour vos chiffons, » dit-il galamment. Quand il posséda la maison, il eut l'habileté, en un mois, de la faire revendre 2 fois à des prête-noms, en grossissant chaque fois le prix d'achat. Le dernier acquéreur ne la paya pas moins de 300 000 francs. Pendant ce temps, l'Arsenault, qui seul paraissait à titre de représentant des propriétaires successifs, travaillait les locataires. Il refusait impitoyablement de renouveler les baux, à moins qu'on ne consentît à des augmentations formidables de loyers. Les locataires, qui avaient vent de l'expropriation prochaine, étaient au désespoir. Ils finissaient par accepter l'augmentation, surtout lorsque l'Arsenault ajoutait, d'un air conciliant, que cette augmentation serait fictive pendant les 5 premières années. Quant aux locataires qui firent les méchants, ils furent remplacés par des créatures auxquelles on donna le logement pour rien et qui signèrent tout ce qu'on voulut. Là, il y eut double bénéfice. Le loyer fut augmenté et l'indemnité réservée aux locataires pour son bail dut revenir à Saccard. Madame Sidonie voulut aider son frère en établissant dans une des boutiques du rez-de-chaussée un dépôt de piano. Ce fut à cette occasion que Saccard et l'Arsenault, pris de fièvre, allèrent un peu loin. Ils inventèrent des livres de commerce. Ils falsifièrent des écritures pour établir la vente des pianos sur un chiffre énorme. Pendant plusieurs nuits, ils griffonnèrent ensemble. Ainsi travaillée, la maison tripla de valeur. Grâce au dernier acte de vente, grâce aux augmentations de loyer, aux faux locataires et au commerce de Madame Sidonie, elle pouvait être estimée à 500 000 francs devant la commission des indemnités. Les rouages de l'expropriation, de cette machine puissante qui pendant 15 ans a bouleversé Paris, soufflant la fortune et la ruine, sont des plus simples. Dès qu'une voie nouvelle est décrétée, les agents voyés dressent le plan parcellaire et évaluent les propriétés. D'ordinaire, pour les immeubles, après enquête, ils capitalisent la location totale et peuvent ainsi donner un chiffre approximatif. La commission des indemnités, composée de membres du conseil municipal, fait toujours une offre inférieure à ce chiffre, sachant que les intéressés réclameront davantage et qu'il y aura concession mutuelle. Quand ils ne peuvent s'entendre, l'affaire est portée devant un jury qui se prononce souverainement sur l'offre de la ville et la demande du propriétaire ou du locataire exproprié. Saccard, resté à l'hôtel de ville pour le moment décisif, eut un instant l'impudence de vouloir se faire désigner lorsque les travaux du boulevard Malesherbes commencèrent et d'estimer lui-même sa maison. Mais il craignit de paralyser par là son influence sur les membres de la commission des indemnités. Il fit choisir un de ses collègues, un jeune homme doux et souriant, nommé Michelin, et dont la femme, d'une adorable beauté, venait parfois excuser son mari auprès de ses chefs lorsqu'il s'absentait pour cause d'indisposition. Il était indisposé très souvent. Saccard avait remarqué que la jolie madame Michelin, qui se glissait si humblement par les portes entrebâillées, était une toute-puissance. Michelin gagnait de l'avancement à chacune de ses maladies,
Il faisait son chemin en se mettant au lit. Pendant une de ses absences, comme il envoyait sa femme presque tous les matins donner de ses nouvelles à son bureau, Saccard le rencontra 2 fois sur les boulevards extérieurs, fumant un cigare, de l'air tendre et ravi qui ne le quittait jamais. Cela lui inspira de la sympathie pour ce bon jeune homme, pour cet heureux ménage si ingénieux et si pratique. Il avait l'admiration de toutes les machines à pièces de 100 sous, habilement exploitées. Quand il eut fait désigner Michelin, il alla voir sa charmante femme, voulut la présenter à René, parla devant elle de son frère le député, l'illustre orateur. Madame Michelin comprit. À partir de ce jour, son mari garda pour son collègue ses sourires les plus recueillis. Celui-ci, qui ne voulait pas mettre le digne garçon dans ses confidences, se contenta de se trouver là, comme par hasard, le jour où il procéda à l'évaluation de l'immeuble de la rue de la Pépinière. Il l'aida. Michelin, la tête la plus nulle et la plus vide qu'on pût imaginer, se conforma aux instructions de sa femme, qui lui avait recommandé de contenter M. Saccard en toutes choses. Il ne soupçonna rien, d'ailleurs. Il crut que l'agent Voyer était pressé de lui faire bâcler sa besogne pour l'emmener au café. Les baux, les quittances de loyer, les fameux livres de Madame Sidonie passèrent des mains de son collègue sous ses yeux, sans qu'il eût le temps seulement de vérifier les chiffres que celui-ci énonçait tout haut. L'Arsenault était là, qui traitait son complice en étranger. « Allez, mettez 500 000 francs, finit par dire Saccard. La maison vaut davantage. Dépêchons, je crois qu'il va y avoir un mouvement du personnel à l'hôtel de ville, et je veux vous en parler pour que vous préveniez votre femme. » L'affaire fut ainsi enlevée. Mais il avait encore des craintes. Il redoutait que ce chiffre de 500 000 francs ne parût un peu gros à la commission des indemnités, pour une maison qui n'en valait notoirement que 200 000. La hausse formidable sur les immeubles n'avait pas encore eu lieu. Une enquête lui aurait fait courir le risque de sérieux désagréments. Il se rappelait cette phrase de son frère. « Pas de scandale trop bruyant ou je te supprime ». Et il savait Eugène, homme à exécuter sa menace. Il s'agissait de rendre aveugles et bienveillants ces messieurs de la commission. Il jeta les yeux sur 2 hommes influents dont il s'était fait des amis par la façon dont il les saluait dans les corridors lorsqu'il les rencontrait. Les 36 membres du conseil municipal étaient choisis avec soin de la main même de l'empereur sur la présentation du préfet parmi les sénateurs, les députés, les avocats, les médecins, les grands industriels qui s'agenouillaient le plus dévotement devant le pouvoir. Mais, entre tous, le baron Gouraud et M. Toutain-Laroche méritaient la bienveillance des Tuileries par leur ferveur. Tout le baron Gouraud tenait dans cette courte biographie. Fait baron par Napoléon Ier, en récompense de biscuits avariés fournis à la Grande Armée. Il avait tour à tour été père sous Louis XVIII, sous Charles X, sous Louis-Philippe, et il était sénateur sous Napoléon III. C'était un adorateur du trône, des 4 planches dorées recouvertes de velours. Peu lui importait l'homme qui s'y trouvait assis. Avec son ventre énorme, sa face de bœuf, son allure d'éléphant, il était d'une coquinerie charmante. Il se vendait avec majesté et commettait les plus grosses infamies au nom du devoir et de la conscience. Mais cet homme étonnait encore plus par ses vices. Il courait sur lui des histoires qu'on ne pouvait raconter qu'à l'oreille. Ses 78 ans fleurissaient en pleine débauche monstrueuse. À 2 reprises, on avait dû étouffer de sales aventures, pour qu'il n'allât pas traîner son habit brodé de sénateur sur les bancs de la cour d'assises. Monsieur Toutain-Laroche, grand et maigre, ancien inventeur d'un mélange de suif et de stéarine pour la fabrication des bougies, rêvait le Sénat. Il s'était fait l'inséparable du baron Gouraud. Il se frottait à lui avec l'idée vague que cela lui porterait bonheur. Au fond, il était très pratique, et s'il eût trouvé un fauteuil de sénateur à acheter, il en aurait âprement débattu le prix. L'Empire allait mettre en vue cette nullité avide, ce cerveau étroit qui avait le génie des tripotages industriels. Il vendit le premier son nom à une compagnie véreuse, à une de ces sociétés qui poussèrent comme des champignons empoisonnés sur le fumier des spéculations impériales. On put voir collée au mur, à cette époque,
une affiche portant en grosses lettres noires ces mots « Société Générale des Ports du Maroc » et dans laquelle le nom de M. Toutain-Laroche, avec son titre de conseiller municipal, s'étalait en tête de liste des membres du conseil de surveillance, tous plus inconnus les uns que les autres. Ce procédé, dont on a abusé depuis, fit merveille. Les actionnaires accoururent, bien que la question des ports du Maroc fût peu claire et que les braves gens qui apportaient leur argent ne pussent expliquer eux-mêmes à quelle œuvre on allait l'employer. L'affiche parlait superbement d'établir des stations commerciales le long de la Méditerranée. Depuis 2 ans, certains journaux célébraient cette opération grandiose, qu'ils déclaraient plus prospère tous les 3 mois. Au conseil municipal, M. Toutain-Laroche passait pour un administrateur de premier mérite. Il était une des fortes têtes de l'endroit, et sa tyrannie aigre sur ses collègues n'avait d'égal que sa platitude dévote devant le préfet. Il travaillait déjà à la création d'une grande compagnie financière, le Crédit Viticole, une caisse de prêts pour les vignerons dont il parlait avec des réticences, des attitudes graves qui allumaient autour de lui les convoitises des imbéciles. Saccard gagna la protection de ces 2 personnages en leur rendant des services dont il feignit habilement d'ignorer l'importance. Il mit en rapport sa sœur et le baron, alors compromis dans une histoire des moins propres. Il la conduisit chez lui, sous le prétexte de réclamer son appui en faveur de la chère femme qui pétitionnait depuis longtemps afin d'obtenir une fourniture de rideaux pour les Tuileries. Mais il advint, quand l'agent voyait les eut laissés ensemble, que ce fut madame Sidonie qui promit au baron de traiter avec certaines gens, assez maladroits pour ne pas être honorés de l'amitié qu'un sénateur avait daigné témoigner à leur enfant, une petite fille d'une 10aine d'années. Saccard agit lui-même auprès de M. Toutain-Laroche. Il se ménagea une entrevue avec lui dans un corridor et mit la conversation sur le fameux crédit viticole. Au bout de 5 minutes, le grand administrateur effaré, stupéfait des choses étonnantes qu'il entendait, prit sans façon l'employé à son bras et le retint pendant 1 heure dans le couloir. Saccard lui souffla des mécanismes financiers prodigieux d'ingéniosité. Quand M. Toutain-Laroche le quitta, il lui serra la main d'une façon expressive, avec un clignement d'yeux franc-maçonnique. « Vous en serez, murmura-t-il. Il faut que vous en soyez. » Il fut supérieur dans toute cette affaire. Il poussa la prudence jusqu'à ne pas rendre le baron Gouraud et M. Toutain-Laroche complices l'un de l'autre. Il les visita séparément, leur glissa un mot à l'oreille en faveur d'un de ses amis qui allait être exproprié, rue de la Pépinière. Il eut bien soin de dire à chacun des 2 compères qu'il ne parlerait de cette affaire à aucun autre membre de la commission, que c'était une chose en l'air, mais qu'il comptait sur toute sa bienveillance. L'agent Voyer avait eu raison de craindre et de prendre ses précautions. Quand le dossier relatif à son immeuble arriva devant la commission des indemnités, il se trouva justement qu'un des membres habitait la rue d'Astor et connaissait la maison. Ce membre se récria sur le chiffre de 500 000 francs que, selon lui, on devait réduire de plus de moitié. Aristide avait eu l'impudence de faire demander 700 000 francs. Ce jour-là, M. Toutain-Laroche, d'ordinaire très désagréable pour ses collègues, était d'une humeur plus massacrante encore que de coutume. Il se fâcha. Il prit la défense des propriétaires. « Nous sommes tous propriétaires, messieurs, » criait-il. « L'empereur veut faire de grandes choses. Ne lésinons pas sur des misères. Cette maison doit valoir les 500 000 francs. C'est un de nos hommes, un employé de la ville, qui a fixé ce chiffre. Vraiment, on dirait que nous vivons dans la forêt de Bondy. Vous verrez que nous finirons par nous soupçonner entre nous. » Le baron Gouraud, appesanti sur son siège, regardait du coin de l'œil, d'un air surpris, M. Toutain-Laroche jetant feu et flamme en faveur du propriétaire de la rue de la Pépinière. Il eut un soupçon, mais, en somme, comme cette sortie violente le dispensait de prendre la parole, il se mit à hocher doucement la tête en signe d'approbation absolue. Le membre de la rue d'Astor résistait, révolté, ne voulant pas plier devant les 2 tyrans de la commission dans une question où il était plus compétent que ces messieurs. Ce fut alors que M. Toutain-Laroche, ayant remarqué les signes approbatifs du baron,
s'empara vivement du dossier et dit d'une voix sèche : « C'est bien, nous éclaircirons vos doutes. Si vous le permettez, je me charge de l'affaire, et le baron Gouraud fera l'enquête avec moi. » « Oui, oui, dit gravement le baron, rien de louche ne doit entacher nos décisions. » Le dossier avait déjà disparu dans les vastes poches de M. Toutain-Laroche. La commission dut s'incliner. Sur le quai, comme ils sortaient, les deux compères se regardèrent sans rire. Ils se sentaient complices, ce qui redoublait leur aplomb. Deux esprits vulgaires eussent provoqué une explication. Eux continuèrent à plaider la cause des propriétaires, comme si on eût pu les entendre encore, et à déplorer l'esprit de méfiance qui se glissait partout. Au moment où ils allaient se quitter, « Ah, j'oubliais, mon cher collègue, dit le baron avec un sourire. Je pars tout à l'heure pour la campagne. Vous seriez bien aimable d'aller faire sans moi cette petite enquête. Et surtout, ne me vendez pas. Ces messieurs se plaignent de ce que je prends trop de vacances. » « Soyez tranquille, répondit M. Toutain-Laroche. Je vais de ce pas rue de la Pépinière. » Il rentra tranquillement chez lui, avec une pointe d'admiration pour le baron, qui dénouait si joliment les situations délicates. Il garda le dossier dans sa poche, et, à la séance suivante, il déclara, d'un ton péremptoire, au nom du baron et au sien, qu'entre l'offre de 500 000 francs et la demande de 700 000 francs, il fallait prendre un moyen terme et accorder 600 000 francs. Il n'y eut pas la moindre opposition. Le membre de la rue d'Astor, qui avait réfléchi sans doute, dit avec une grande bonhomie qu'il s'était trompé. Il avait cru qu'il s'agissait de la maison voisine. Ce fut ainsi qu'Aristide Saccard remporta sa première victoire. Il quadrupla sa mise de fonds et gagna 2 complices. Une seule chose l'inquiéta. Lorsqu'il voulut anéantir les fameux livres de Madame Sidonie, il ne les trouva plus. Il courut chez l'Arsenault, qui lui avoua carrément qu'il les avait, en effet, et qu'il les gardait. L'autre ne se fâcha pas. Il sembla dire qu'il n'avait eu de l'inquiétude que pour ce cher ami, beaucoup plus compromis que lui par ses écritures presque entièrement de sa main, mais qu'il était rassuré du moment où elles se trouvaient en sa possession. Au fond, il eût volontiers étranglé le « cher ami ». Il se souvenait d'une pièce fort compromettante, d'un inventaire faux qu'il avait eu la bêtise de dresser et qui devait être resté dans l'un des registres. L'Arsenault, payé grassement, alla monter un cabinet d'affaires rue de Rivoli, où il eut des bureaux meublés avec le luxe d'un appartement de fille. Saccard, après avoir quitté l'hôtel de ville, pouvant mettre en branle un roulement de fonds considérable, se lança dans la spéculation à outrance, tandis que Renée, grisée, folle, emplissait Paris du bruit de ses équipages, de l'éclat de ses diamants, du vertige de sa vie adorable et tapageuse. Parfois, le mari et la femme, ces 2 fièvres chaudes de l'argent et du plaisir, allaient dans les brouillards glacés de l'île Saint-Louis. Il leur semblait qu'ils entraient dans une ville morte. L'hôtel Béraud, bâti vers le commencement du XVIIe siècle, était une de ces constructions carrées, noires et graves, aux étroites et hautes fenêtres, nombreuses au marais, et qu'on loue à des pensionnats, à des fabricants d'eau de seltz, à des entrepositaires de vin et d'alcool. Seulement, il était admirablement conservé. Sur la rue Saint-Louis-en-l'Île, il n'avait que 3 étages, des étages de 15 à 20 pieds de hauteur. Le rez-de-chaussée, plus écrasé, était percé de fenêtres garnies d'énormes barres de fer, s'enfonçant lugubrement dans la sombre épaisseur des murs, et d'une porte arrondie, presque aussi haute que large, à marteau de fonte, peinte en gros vert et garnie de clous énormes qui dessinaient des étoiles et des losanges sur les devantaux. Cette porte était typique, avec les bornes qui la flanquaient renversées à demi et largement cerclées de fer. On voyait qu'anciennement, on avait ménagé le lit d'un ruisseau au milieu de la porte, entre les pentes légères du cailloutage du porche. Mais M. Béraud s'était décidé à boucher ce ruisseau en faisant bitumer l'entrée. Ce fut d'ailleurs le seul sacrifice aux architectes modernes qu'il accepta jamais.
Les fenêtres des étages étaient garnies de minces rampes de fer forgé, laissant voir leurs croisées colossales à fortes boiseries brunes et à petits carreaux verdâtres. En haut, devant les mansardes, le toit s'interrompait. La gouttière continuait seule son chemin pour conduire les eaux de pluie aux tuyaux de descente. Et ce qui augmentait encore la nudité austère de la façade, c'était l'absence absolue de persiennes et de jalousies, le soleil ne venant en aucune saison sur ces pierres pâles et mélancoliques. Cette façade, avec son air vénérable, sa sévérité bourgeoise, dormait solennellement dans le recueillement du quartier, dans le silence de la rue que les voitures ne troublaient guère. À l'intérieur de l'hôtel se trouvait une cour carrée, entourée d'arcades, une réduction de la place royale, d'allées d'énormes pavés, ce qui achevait de donner à cette maison morte l'apparence d'un cloître. En face du porche, une fontaine, une tête de lion à demi effacée et dont on ne voyait plus que la gueule entr'ouverte, jetait, par un tube de fer, une eau lourde et monotone, dans une auge verte de mousse, polie sur les bords par l'usure. Cette eau était glaciale. Des herbes poussaient entre les pavés. L'été, un mince coin de soleil descendait dans la cour, et cette visite rare avait blanchi un angle de la façade, au midi, tandis que les 3 autres pans, moroses et noirâtres, étaient marbrés de moisissures. Là, au fond de cette cour fraîche et muette comme un puits, éclairée d'un jour blanc d'hiver, on se serait cru à 1000 lieues de ce nouveau Paris, où flambaient toutes les chaudes jouissances dans le vacarme des millions. Les appartements de l'hôtel avaient le calme triste, la solennité froide de la cour. Desservis par un large escalier à rampe de fer, où les pas et la toux des visiteurs sonnaient comme sous une voûte d'église, il s'étendait en longues enfilades de vastes et hautes pièces dans lesquelles se perdaient de vieux meubles, de bois sombres et trapus. Et le demi-jour n'était peuplé que par les personnages des tapisseries dont on apercevait vaguement les grands corps blêmes. Tout le luxe de l'ancienne bourgeoisie parisienne était là, un luxe inusable et sans mollesse, des sièges dont le chêne est recouvert à peine d'un peu d'étoupe, des lits aux étoffes rigides, des bahuts à linge où la rudesse des planches compromettrait singulièrement la frêle existence des robes modernes. M. Béraud du Châtel avait choisi son appartement dans la partie la plus noire de l'hôtel, entre la rue et la cour, au premier étage. Il se trouvait là, dans un cadre merveilleux de recueillement, de silence et d'ombre. Quand il poussait les portes, traversant la solennité des pièces, de son pas lent et grave, on l'eût pris pour un de ces membres des vieux parlements, dont on voyait les portraits accrochés au mur, rentrant chez lui tout songeur, après avoir discuté et refusé de signer un édit du roi. Mais dans cette maison morte, dans ce cloître, il y avait un nid chaud et vibrant, un trou de soleil et de gaieté, un coin d'adorable enfance, de grand air, de lumière large. Il fallait monter une foule de petits escaliers, filer le long de 10 à 12 corridors, redescendre, remonter encore, faire un véritable voyage, et l'on arrivait enfin à une vaste chambre, à une sorte de belvédère bâti sur le toit, derrière l'hôtel, au-dessus du quai de Béthune. Elle était en plein midi. La fenêtre s'ouvrait si grande que le ciel, avec tous ses rayons, tout son air, tout son bleu, semblait y entrer. Perchée comme un pigeonnier, elle avait de longues caisses de fleurs, une immense volière et pas un meuble. On avait simplement étalé une natte sur le carreau. C'était la chambre des enfants. Dans tout l'hôtel, on la connaissait, on la désignait sous ce nom. La maison était si froide, la cour si humide, que la tante Élisabeth avait redouté pour Christine et René ce souffle frais qui tombait des murs. Maintes fois, elle avait grondé les gamines qui couraient sous les arcades et qui prenaient plaisir à tremper leurs petits bras dans l'eau glacée de la fontaine. Alors, l'idée lui était venue de faire disposer pour elle ce grenier perdu, le seul coin où le soleil entra et se réjouit, solitaire, depuis bientôt 2 siècles, au milieu des toiles d'araignées. Elle leur donna une natte, des oiseaux, des fleurs. Les gamines furent enthousiasmées. Pendant les vacances, René vivait là,
dans le bain jaune de ce bon soleil, qui semblait heureux de la toilette qu'on avait faite à sa retraite et des 2 têtes blondes qu'on lui envoyait. La chambre devint un paradis, toute résonnante du chant des oiseaux et du babil des petites. On la leur avait cédée en toute propriété. Elles disaient « notre chambre ». Elles étaient chez elles. Elles allaient jusqu'à s'y enfermer à clé pour se bien prouver qu'elles en étaient les uniques maîtresses. Quel coin de bonheur! Un massacre de joujoux râlait sur la natte dans le soleil clair. Et la grande joie de la chambre des enfants était encore le vaste horizon. Des autres fenêtres de l'hôtel, on ne voyait, en face de soi, que des murs noirs à quelques pieds. Mais, de celle-ci, on apercevait tout ce bout de Seine, tout ce bout de Paris qui s'étend de la cité au pont de Bercy, plat et immense, et qui ressemble à quelque originale cité de Hollande. En bas, sur le quai de Béthune, il y avait des baraques de bois à moitié effondrées, des entassements de poutres et de toits crevés, parmi lesquels les enfants s'amusaient souvent à regarder courir des rats énormes qu'elles redoutaient vaguement de voir grimper le long des hautes murailles. Mais au-delà, l'enchantement commençait. L'estacade, étageant ses madriers, ses contreforts de cathédrales gothiques, et le pont de Constantine, léger, se balançant comme une dentelle sous les pieds des passants, se coupait à angle droit, paraissait barrer et retenir la masse énorme de la rivière. En face, les arbres de la halle aux vins, et plus loin les massifs du jardin des plantes, verdissaient, s'étalaient jusqu'à l'horizon, tandis que, de l'autre côté de l'eau, le quai Henri IV et le quai de la Râpée alignaient leurs constructions basses et inégales, leurs rangées de maisons qui, de haut, ressemblaient aux petites maisons de bois et de carton que les gamines avaient dans des boîtes. Au fond, à droite, le toit ardoisé de la salpêtrière bleuissait au-dessus des arbres. Puis, au milieu, descendant jusqu'à la Seine, les larges berges pavées faisaient 2 longues routes grises que tachait çà et là la marbrure d'une file de tonneaux, d'un chariot attelé, d'un bateau de bois ou de charbon vidé à terre. Mais l'âme de tout cela, l'âme qui emplissait le paysage, c'était la Seine, la rivière vivante. Elle venait de loin, du bord vague et tremblant de l'horizon. Elle sortait de là-bas, du rêve, pour couler droit aux enfants, dans sa majesté tranquille, dans son gonflement puissant qui s'épanouissait, s'élargissait en nappe à leurs pieds, à la pointe de l'île. Les 2 ponts qui la coupaient, le pont de Bercy et le pont d'Austerlitz, semblaient des arrêts nécessaires, chargés de la contenir, de l'empêcher de monter jusque dans la chambre. Les petites aimaient la géante. Elles s'emplissaient les yeux de sa coulée colossale, de cet éternel flot grondant qui roulait vers elles comme pour les atteindre, et qu'elles sentaient se fendre et disparaître à droite et à gauche dans l'inconnu avec une douceur de titan dompté. Par les beaux jours, par les matinées de ciel bleu, elles se trouvaient ravies des belles robes de la Seine. C'étaient des robes changeantes qui passaient du bleu au vert, avec 1000 teintes d'une délicatesse infinie. On aurait dit de la soie mouchetée de flammes blanches, avec des ruches de satin. Et les bateaux qui s'abritaient aux 2 rives la bordaient d'un ruban de velours noir. Au loin, surtout, l'étoffe devenait admirable et précieuse, comme la gaze enchantée d'une tunique de fée. Après la bande de satin gros vert, dont l'ombre des ponts serrait la Seine, il y avait des plastrons d'or, des pans d'une étoffe plissée couleur de soleil. Le ciel immense, sur cette eau, ces files basses de maisons, ces verdures des 2 parcs, se creusaient. Parfois, Renée, lasse de cet horizon sans bornes, grande déjà et rapportant du pensionnat des curiosités charnelles, jetait un regard dans l'école de natation des Bains Petits, dont le bateau se trouve amarré à la pointe de l'île. Elle cherchait à voir, entre les linges flottants, pendus à des ficelles en guise de plafond, les hommes en caleçon dont on apercevait les ventres nus.